Bonsoir, bienvenue à Mediapart pour notre rendez-vous hebdomadaire en direct de nos locaux parisiens, les Mediapart Live qui font vivre le débat sans publicité, sans formatage, simplement avec le soutien de nos lecteurs. Et n'oubliez pas, vous avez une offre qui ne se refuse pas, ça s'affiche actuellement, 3 mois pour 11 euros. 3 mois pour 11 euros, c'est-à-dire 2 mois offerts pour découvrir Mediapart. Dans 1h30 à 22h, on se retrouvera pour rencontrer Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. Nous avions précédemment reçu Philippe Poutou, le candidat du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Vous pouvez d'ailleurs revoir, comme tous les autres entretiens, librement, en accès libre sur notre chaîne YouTube, tous ces entretiens. Mais ce soir, c'est un jour particulier, c'est le 29 mars 2017, c'est le jour où la Grande-Bretagne a fait jouer l'article 50 des traités européens et a mis en route son processus formel de sortie de l'Union européenne, accentuant, confirmant, démontrant la crise profonde de l'Union européenne. C'est de cela dont nous allons débattre avec Ludovic Lamant, qui est l'envoyé spécial permanent de Mediapart à Bruxelles, au cœur de tous ces enjeux. Et nous allons faire dans le contexte assez particulier de cette campagne présidentielle à gauche, puisque c'est aussi, anecdotiquement pourrait-on dire, le jour, comme nous le titrons sur Mediapart ce soir, c'est un article de Lénaïque Bredoux, l'épilogue d'un quinquennat ayant fracturé la gauche, puisque Manuel Valls, contrairement à tous ses engagements de tous les participants à la primaire de la belle Alliance populaire, autrement dit plutôt du Parti socialiste, je m'engage à soutenir publiquement le ou la candidate qui sera désignée à l'issue des élections primaires citoyennes et à m'engager dans sa campagne, eh bien Manuel Valls a annoncé qu'il ne soutiendrait pas son camarade de parti Benoît Hamon et qu'il voterait Emmanuel Macron. C'est de cela dont nous allons débattre avec nos deux invités. Merci à vous, merci Thomas Piketty, vous êtes économiste, vous avez fondé et inventé un peu cette économie de Paris, vous êtes l'auteur d'un best-seller mondial parmi d'autres livres, mais celui-là a fait le tour du monde, Le Capital au XXIe siècle, et vous êtes conseiller de Benoît Hamon dans cette campagne, très engagé dans cette campagne, et très engagé avec ce livre qui est au cœur de notre échange de ce soir, pour un traité de démocratisation de l'Europe, le TEDEM en abréviation, et nous en reparlerons. Merci aussi donc à Éric Coquerel. Éric Coquerel, vous êtes un des fondateurs, animateurs du Parti de gauche, conseiller politique, je crois, le titre, ou un titre plus précis, voilà, mais en tout cas l'un des figures, et évidemment conseiller de Jean-Luc Mélenchon, que vous accompagnez depuis le début dans cette campagne, et vous avez été l'une des chevilles ouvrières du sommet du plan B pour une autre Europe, qui a eu de ces dernières réunions, nous y étions à Rome. Alors nous allons évidemment parler pendant au moins une bonne heure de l'Europe avec Ludovic qui vous posera des questions pertinentes, informées. Mais avant cela, ce qui est normal, on est dans cette campagne, on voudrait un peu que vous réagissiez à ce qui s'est passé aujourd'hui. On va voir un extrait de ce qu'a déclaré Benoît Hamon, s'adressant à la gauche en général, notamment à Pierre Laurent et à Jean-Luc Mélenchon, cet après-midi, aujourd'hui même. La question est bien celle de la victoire à portée de main, donc du rassemblement de toute la gauche pour gagner. Conscient de mes responsabilités, je fais cette adresse solennelle, forte et fraternelle pour que nous ne laissions pas les forces de démolition, les forces de destruction, les forces de l'argent présider aux destinées de notre pays. Il y a trop à perdre pour les Françaises et les Français. Créons l'espoir, il ne tient qu'à nous. Donnons à la France la politique démocratique et de justice sociale dont elle a besoin. Vive la République, vive la France. Alors, Éric Coquerel, ce qu'a fait aujourd'hui Manuel Valls, après d'autres
figures du quinquennat et du Parti socialiste, je pense par exemple au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, illustre ce qui est dans ce livre que vient de sortir Jean-Luc Mélenchon, de la vertu. Il ne s'agit pas de la vertu privée, mais de la vertu comme loyauté, comme confiance dans la République. Il dit en définitive, je finis par où j'ai commencé, il n'y a pas de société vertueuse sans citoyens vertueux qui respectent, en l'occurrence, la parole donnée. Alors, on voulait que vous réagissiez parce que on se réjouit de ce débat, et d'autant plus que nous avions, avec Libération, avec Regard, souhaité, après le fameux dîner dans un restaurant chilien entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui a été connu par hasard, que quand même s'ils font chemin séparément, les deux candidats de cette gauche aujourd'hui, puisque ce sont les deux principaux, débattent, s'expliquent devant leur soutien pour qu'on comprenne, parce que tout le monde se retrouvera quand même ensemble dans d'autres combats après le premier tour ou après le second tour. Comment vous réagissez à cet appel de Benoît Hamon ? Je réagis déjà aux raisons de l'appel, aux causes de l'appel. Les causes de l'appel, c'est la déclaration de Manuel Valls ce matin, qui fait suite aux déclarations de Le Drian, etc. Bon. Et quand vous parlez de vertu avec le livre de Jean-Luc, n'oubliez pas, et vous évoquez la loyauté, n'oubliez pas qu'une des raisons principales pour lesquels nous avons refusé ce qu'on nous demande, que tout le monde nous demandait d'accepter, c'est-à-dire l'idée d'une primaire de toute la gauche, c'était de partir du principe d'abord que la gauche comme construction qui irait de Manuel Valls, c'est-à-dire la politique gouvernementale que nous avons vécue pendant 5 ans, à ceux qui s'y sont opposés de manière ferme, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, n'était qu'une fiction politique dans laquelle ni les électeurs ne pouvaient se retrouver, mais dans lesquels également, j'allais dire que le vainqueur pouvait aussi évidemment ne pas se retrouver derrière, les vaincus ne pouvaient pas se retrouver derrière le vainqueur à partir du moment où justement c'est des idées tellement différentes que ça entraîne une situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Autrement dit, les critiques que nous faisions sur la primaire aujourd'hui sont illustrées par Manuel Valls. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit « je ne participerai pas à la primaire parce que je veux être loyal ». Et je dis à l'avance que si Manuel Valls la remportait, ou à l'époque c'était éventuellement François Hollande, en aucun cas on irait soutenir quelqu'un contre qui on serait opposé. Donc la situation part de là. Et pour bien aussi se souvenir, ce que nous avions dit à Benoît Hamon quand les discussions pouvaient avoir lieu sur un éventuel rassemblement, c'était le fait que nous ne voulions pas en aucun cas hériter quelque part du fait de son caractère grand écart, c'est-à-dire le fait que lui se retrouvait dans une situation où il prétendait justement encore pouvoir finalement rassembler des contraires et que c'était non seulement quelque chose qui n'aurait pas été efficace, nos électeurs s'y seraient pas retrouvés. Il est faux de dire que l'addition aurait permis d'accéder au deuxième tour parce que des gens que personne n'aurait compris, une espèce d'alliance politicienne et uniquement finalement pour essayer de se retrouver à gouverner entre des gens aussi contraires. Ça, c'était le premier problème. Et qu'on ne pouvait pas donc le faire sans garantie. Et on avait demandé des garanties. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la lettre de Jean-Luc Mélenchon écrite à Benoît Hamon qui disait on peut parler, on peut y compris parler de la candidature commune, mais nous voulons des garanties. Et les garanties, elles n'étaient plus très loin. Elles étaient sur le fait de ne pas donner d'investiture aux ministres qui avaient été les plus symboliques et les plus en avant dans la politique du quinquennat. Il y en a une autre sur l'Europe, mais ça on va en discuter après, qui était le deuxième débat. Bien. Et il y a eu à l'époque un refus. C'est-à-dire que Benoît Hamon a expliqué que non, il n'y avait pas de garantie. Bon, j'allais dire que là aussi, malheureusement, ce qui est en train d'arriver à Benoît Hamon ne fait que confirmer que nous avions eu raison de dire qu'on ne pouvait pas faire une politique différente avec des hommes qui incarnent exactement l'inverse. Et Benoît Hamon se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Nous, on a continué notre chemin. Nous sommes persuadés qu'il y a une majorité disponible pour ce que nous représentons, le partage des richesses, la réduction du temps de travail, une planification écologique, enfin une politique exactement inverse à celle que nous subissons depuis une vingtaine d'années dans ce pays, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande qui la préside. Et je dois dire que pour l'instant, ce qu'on voit dans la campagne depuis une semaine tend à nous donner raison et à laisser penser que dans toutes les situations, on est capable d'aller au deuxième tour. Alors, Thomas Piketty, vous avez publié une tribune avec beaucoup d'autres intellectuels, figures de la société, des acteurs aussi, des écrivains, en soutien de Benoît Hamon et surtout
en contre de cette position de Valls, en rappelant que Benoît Hamon a gagné à près de 59% la primaire, avec près de 1,2 million d'électeurs, et en disant que c'est vraiment la question de la loyauté en politique qui se pose. Soutenir Benoît Hamon, c'est avant toute chose respecter la démocratie. Alors, quelle est votre réaction et quelle est votre réponse à ce que vient de dire Éric Coquerel sur les réserves maintenues, si j'ai bien compris, à un chemin commun? Moi, d'abord, je suis là ce soir justement pour essayer de montrer que sur le fond et sur l'Europe, oui, il peut y avoir des convergences, il peut y avoir des projets qui s'améliorent ensemble, qui se construisent ensemble. Et moi, je ne partage pas le diagnostic de Jean-Luc Mélenchon à un moment qui était, non, sur une assemblée démocratique de la zone euro, aucune entente est possible, aucune convergence est possible. Moi, je pense que si, et j'espère qu'on va le montrer ce soir. Donc moi, je pense qu'on peut faire de plus utile au stade où on en est, c'est enfin parler du fond, essayer d'avancer là-dessus. Sur la question de la primaire, puisqu'elle vient d'être évoquée par Éric Coquerel, moi, j'avais effectivement fait partie d'un collectif qui avait lancé cette initiative pour une grande primaire de la gauche et des écologistes l'an dernier, au mois de janvier. Voilà. 2016. Et je veux simplement redire que si Jean-Luc Mélenchon s'était présenté à cette primaire, moi, je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Et j'aurais peut-être voté pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas membre du Parti socialiste, j'ai jamais été membre du Parti socialiste, donc j'ai pas eu à le quitter. Je suis comme tous les citoyens. J'aurais eu envie de les voir débattre en direct. Et pour finir, peut-être qu'on aurait eu un deuxième tour à Mont-Mélenchon. Et je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Et je ne sais pas qui aurait gagné. Et c'est aussi ça qui est beau dans un débat démocratique, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Je pense que ça les aurait tirés tous les deux vers le haut. Parce que je crois dans les vertus de la délibération démocratique. Et je crois que si on avait fait ça, aujourd'hui, on serait quand même un peu plus avancé. Parce qu'il y en aurait un des deux qui aurait gagné. Je ne pense pas, le risque d'être battu par Valls, qui avait l'air de faire peur à Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas qu'il était réel. Je pense que si Hamon a été capable de battre Valls, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait été au moins aussi capable de le battre. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi faire confiance à la démocratie. Et si on veut vraiment accéder au pouvoir et qu'on n'est pas capable de commencer par battre Valls dans une primaire, est-ce qu'on peut vraiment être au deuxième tour et gagner une élection présidentielle? Donc voilà, je le regrette. Ceci dit, je ne mets pas du tout toute la responsabilité sur Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi la responsabilité de François Hollande et de tous les éléphants socialistes qui, là, se retrouvent à courir vers Macron d'une façon vraiment pathétique. Ce sont eux qui ont, dans cette histoire, une responsabilité énorme. Ils ont voulu repousser jusqu'au mois de décembre l'organisation de la primaire pour que le président en place puisse jusqu'au dernier moment se présenter. C'était évidemment impossible que Jean-Luc Mélenchon patiente comme ça jusqu'en décembre. Donc, tout le truc était organisé pour exclure d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, si ça avait été mieux organisé avec une primaire qui avait été lancée dès le mois de septembre, est-ce que pour autant Jean-Luc Mélenchon a accepté d'y participer? Je ne suis pas sûr. Mais bon, tout ça est derrière nous. Les responsabilités sont largement partagées si cette primaire n'a pas eu lieu. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite, parce que c'est ça qui est le plus important, comme toujours. Éric Coquerel, sur la suite, Pierre Laurent, qui vous soutient, en tout cas le Parti communiste soutient et a participé au Front de gauche et soutient la campagne des Insoumis, a réagi à la déclaration en disant qu'il fallait une rencontre, au moins une rencontre un peu plus officielle, pas en catimini, entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot et lui-même pour en discuter. Puisque discuter... Il y a deux candidatures, mais en même temps, il y a des liens. Et de ce point de vue, dans l'énumération aujourd'hui de sa déclaration à Benoît Hamon, il résume comme ça ses positions et on se dit, mais où sont les grandes divergences? On met de côté l'Europe, ce qui est le dernier point, on va en parler très longuement. Mais il dit 6e République, on est d'accord. Transition écologique, on est d'accord. Et je suis sur le travail, cette fois-ci, il dit le travail et le pouvoir d'achat. Donc les travailleurs et leurs intérêts. Donc ma question c'est, est-ce que vous allez simplement faire chemin séparément jusqu'au premier tour, ou est-ce qu'au moins il y aura, dans ces jours prochains, une rencontre, une discussion, des échanges? Je vais répondre, mais je veux juste compléter la réponse sur la primaire, parce que je pense que le problème on n'oublie pas notre question entre-temps, non, vous comme ça on pas. vous la rappellera. Mais, non, mais c'est pas mon style en plus, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois que le problème de fond est là, c'est que il y a deux raisons de refuser la primaire. Il y avait la question illustrée par la question de la loyauté, hors de question pour nous d'aller soutenir quelqu'un qui est contraire. Mais on ne peut plus penser que les Français peuvent adhérer de manière majoritaire à un projet en, en organisant quelque chose qui paraîtrait mettre dans le même camp ceux qui appliquent la politique d'austérité, la politique de l'offre,
la politique qui a continué d'appuyer Sarkozy. Qui aurait perdu, c'est ça oui, le mais point Thomas important. Piketty, qu'importe, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut envoyer des messages clairs et non ambigus. Les sociaux-libéraux, ils sont en train de perdre partout en Europe actuellement. Le Parti socialiste est en train d'exploser. Ne nous demandez pas, et je pense qu'on a eu bien fait de le faire, quelque part de paraître être, d'avoir un compagnonnage, même critique, par rapport à ça. Jean-Luc Mélenchon aurait pu gagner. C'est ça qui est intéressant. Et alors, il se serait retrouvé dans la situation de Benoît Hamon. Non, parce qu'il n'y aurait pas Benoît Hamon, déjà. Ça ferait quand même une différence. Quelques semaines après, des critiques qui auraient commencé à venir de Valls et autres, qui auraient été d'ailleurs justifiées, parce qu'on veut faire exactement la politique inverse que celle qu'il a fait. Donc tout ça ne tient pas. Le problème, c'est que candidat au lieu de deux, ce serait quand même un peu plus simple. Quand même. On y reviendra, parce que c'est un peu le même critique que j'ai à faire par rapport à votre projet d'Assemblée. C'est que tout ça est peut-être de bons sentiments, mais politiquement, ça ne tient pas, parce qu'il y a autant d'écart entre nous, je vais vous le dire, et M. Valls aujourd'hui, qu'entre nous et M. Macron ou qu'entre nous et M. Fillon. Ils appartiennent à un camp qui est celui du système et qui le maintient. Donc, envoyez le message aux électeurs que finalement tout ça peut se retrouver ensemble dans un même camp. On les désoriente, et là, c'est la voie ouverte. Le message, c'est qu'on peut les battre dans les urnes, c'est ça le message. C'est la voie ouverte à l'issue qui essaie de nous faire croire qu'elle est la seule issue anti-système, c'est Mme Le Pen. Il faut reconstruire sur des bases claires. Je pense, pour être clair, que j'espère que nous aurons des choses à faire ensemble avec vous, Thomas Piketty, mais avec aussi tous les frondeurs et tout ce qui a été exprimé par le vote de la primaire. On a salué ça, mais j'allais dire qu'aujourd'hui, Benoît Hamon, il se retrouve dans la situation qui est exactement celle qu'on a décrite. Pourquoi j'entendais Benoît Hamon dire « je suis dans une position centrale », mais si Benoît Hamon est aujourd'hui... La formule, c'est « je suis le seul à pouvoir conjuguer des électorats différents, des radicaux aux plus modérés ». Mais si c'était vrai déjà, aujourd'hui, il ne serait pas... dans les sondages, à un score 2 fois inférieur à celui de François Hollande. Vous êtes sûr que les sondages sont une mesure pertinente? Non, peut-être en grande tendance, mais enfin, toujours est-il qu'on constate sur le terrain qu'il y a quand même un souci, et apparemment, il suffit de tendre l'oreille et discuter avec ceux de nos amis socialistes pour savoir que le souci est réel. Donc, pourquoi il ne peut pas, justement, avoir cette force-là? Parce que le Parti socialiste est en train d'imploser après les 5 ans qu'on vient de connaître. D'accord, c'est ça qui est en train de se réalité. Et du coup, il se retrouve un candidat écarté entre M. Cambadélis, toujours, qui maintient, qui attaque M. Macron et qui nous attaque aussi comme étant les responsables de cette histoire. Les seuls responsables de cette histoire, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, ce qu'on applique à la politique. Et je pense que si Benoît Hamon avait accepté les garanties de Jean-Luc Mélenchon, de justement, quelque part, choisir ceux qui avaient mis un bulletin de vote Benoît Hamon au moment des primaires, et d'écarter tous ceux qui ont été symboliques, aujourd'hui, nous aurions peut-être une autre discussion. Il a fait un choix différent. Maintenant, on est à moins de 30 jours du premier tour. Nous avons un programme et on va essayer d'aller jusqu'au bout et non pas de continuer un feuilleton où on se retrouverait quelque part à discuter. Est-ce qu'il peut y avoir unité? Bon, alors Benoît Hamon dira bah oui, c'est moi le candidat. Enfin, tout ça et d'hériter en plus de ces discussions. Je vous assure, les gens, ils en ont. Mais quelque part, c'est insupportable. Les déclarations de Valls, c'est insupportable. Donc nous, on est en dehors de tout ça. On avance. On aura des choses à faire dans l'avenir, je l'espère, je le dis. Peut-être même après le premier tour, si on a gagné le premier tour, qu'on est là pour le deuxième tour, parce qu'il faudra faire une majorité, et que ceux qui peuvent se retrouver à ce moment-là autour de l'avenir en commun, etc., ils seront les bienvenus. Mais là, pour l'instant, on va essayer de gagner cette élection. Donc le seul jeu, c'est être au premier tour. C'est pas un jeu, c'est d'essayer de gagner cette élection. C'est le suffrage universel, c'est quand même important. Oui, mais parce qu'on pense qu'on peut gagner. Et pas de rencontre, pas d'échange, pas de discussion. Mais il y a, écoutez, des discussions, des rencontres. Alors, bon, en plus, pour discuter de quoi? Pour dire, Benoît Hamon nous a redit, j'ai la position centrale, je suis candidat. Il y a quelques semaines, on acceptait ce préalable comme discussion, en tout cas pour en discuter. Ce n'était pas exclu, même si lui en faisait un préalable. Bon, les quelques garanties demandées n'ont pas été acceptées, et elles n'ont pas été acceptées parce qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'on assiste en réalité à un congrès interne du Parti socialiste au moment où, en réalité, c'est une élection au suffrage universel qui se joue. Nous, on joue l'élection au suffrage universel. Ça n'empêche pas qu'on s'adresse à tous les électeurs, y compris les électeurs de Benoît Hamon, dont nous savons qu'ils sont en train d'hésiter. Et je pense que, très franchement, que ce soit Benoît Hamon, que ce soit Thomas Piketty, si Jean-Luc Mélenchon remporte cette élection, on aura tous gagné. Thomas Piketty, la crise est réelle entre Benoît Hamon et le Parti socialiste hollandais, et y compris l'attitude très neutre et peu claire du premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, la lenteur de la haute autorité à s'exprimer, on voit tout ça. Si les sondages, supposons, disent vrai, et si Benoît Hamon se trouve dans cette situation d'une campagne difficile, d'une campagne entravée, comme il le dit lui-même, je n'ai jamais été autant trahi, on n'a jamais vu un candidat autant trahi par les siens, est-ce que la question que je viens de poser à Éric Coquerel, à l'inverse, est possible?
C'est-à-dire, s'il se dit « je ne gagne pas », eh bien, je me retire. Il faudrait ne pas imprimer des droits de vote, des bulletins de vote, je veux dire, puisque de toute façon, on ne peut pas annuler d'avoir été candidat. Mais je laisse Mélenchon gagner. Est-ce que c'est possible ? Je pense que, vous savez, l'intervalle de confiance sur des sondages qui placent un candidat à 12, il va de 8 à 16 au bas mot, parce qu'on ne sait même pas très bien comment ils ont fait ces sondages. Mais dans tous les cas, on a des intervalles qui se recoupent tous les uns avec les autres. Tout ça peut se terminer avec 3 ou 4 ou 5 candidats entre 15 et 20, comme en 2002, avec des choses à 1 ou 2 points près. Personne n'est capable de prédire ça. Donc moi, je ne vais pas mettre à prédire ça. Je pense que la seule chose utile qu'on puisse faire à ce stade, c'est au moins de laisser un mois pour débattre du fond, débattre des idées, de parler des projets. C'est ce qu'on va faire. Moi, je peux pas. Voilà, il n'y a que ça maintenant qu'on peut faire d'utile. J'ai dit mes regrets sur la primaire. Je pense que voilà, ça aurait été mieux quand même d'avoir qu'un seul candidat. On n'a pas pu l'avoir. Je vois pas. Chacun maintenant se sent porteur d'une légitimité forte. L'un d'avoir gagné avec 2 millions d'électeurs, d'avoir pris le risque de perdre et de gagner et de bien gagner. C'est très difficile de se retirer après ça. L'autre d'être parti plus tôt du Parti socialiste, de considérer que voilà, on était parti. Donc bon, chacun voilà une grille de légitimité qui est la sienne. Moi, je suis pas, c'est pas dans ma capacité de dépasser ça. Alors, ce soir. Ultime question qui était suggérée par Ludovic, qui suit donc l'Union européenne et qui suit très bien l'Espagne, qui fait transition un petit peu. Est-ce que, enfin Ludovic, autant que ce qu'elle est suggérée par toi. Je ne sais même plus la question. Bon. Non, mais la question c'était que Podemos, à un moment, s'est dit la bataille, c'est battre le PSOE. La bataille, c'est être devant le PSOE. Et ils ont tout mis là-dessus, tout mis. Un petit peu comme on se dit, la bataille des Insoumis et de Mélenchon, c'est, voilà, le PS va être bien derrière. Puis comme vous le savez, au bout du compte, ils se sont interrogés et ça explique aussi des débats assez sanglants au sein de Podemos au final. C'est-à-dire, ils ont oublié la dynamique un petit peu. Ils ont été dans la compète, c'est pour ça que je disais le jeu, dans la compète, dans des forces qui sont moins éloignées que bien d'autres, dans une compétition entre frères, pourrait-on dire. En tout cas, vu le programme de Benoît Hamon, semble-t-il. Ils ont été dans cette compétition et du coup, après, ils se sont retrouvés en difficulté. Ouais, enfin, la question pour nous, j'ai lu la lettre de Cambadélis aujourd'hui. Il a envoyé une lettre laissant dire qu'en fait, en réalité, notre seule préoccupation, c'est de tuer le PS. Notre préoccupation principale, c'est pas ça. C'est qu'on pense qu'on peut gagner ces élections. Il faut bien le comprendre. Et les éléments pour lesquels on le pense, je suis d'accord sur... on a assez dit qu'on se méfiait des sondages pour ne pas prendre la question des sondages, même si je remarque quand même que dans le camp de Benoît Hamon, certains, à l'époque, estimaient que Jean-Luc devait se retirer en fonction des sondages. Bon. Mais par contre, ce que nous constatons, c'est que depuis le 18 mars... ni ne les commente. Mais depuis le 18 mars, les 130 000 personnes dans la rue, le débat de TF1, où tout le monde a salué Jean-Luc Mélenchon, et à mon avis, tout le monde l'a salué parce qu'avant tout, les gens ont découvert qu'il y avait un programme, un projet, on peut être d'accord ou pas, mais quelque chose de cohérent. Ce que nous constatons absolument partout dans le pays, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une réunion dans laquelle on n'est pas obligé de repousser les murs, enfin c'est symbolique, il y a quelque chose qui est en train de se passer, une dynamique. Je pense que si nous sommes, alors, vu les problématiques de la droite, je pense qu'à un moment donné, si nous sommes devant Fillon, tout est possible parce qu'il y a une majorité disponible et vous savez très bien qu'il y a à peu près pas loin de la moitié des citoyens, et là aussi nous les rencontrons, donc on voit bien que c'est quelque chose de concret, qui se demandent ce qu'ils vont faire. Donc nous, notre objectif premier, il n'est pas de tuer le PS ou autre, il est de gagner ces élections. Après, il y aura une recomposition. Moi, c'est ça que je crois. C'est qu'on est en train de... Pourquoi ces élections sont compliquées? C'est qu'on est en train d'assister en direct à une recomposition du champ politique français. On voit bien qu'autour de Macron, il y a le vieux rêve de Hollande d'un parti démocrate à l'américaine qui irait du centre-droit, enfin, qui serait un pivot du système, qui n'aurait plus aucune remise en question en termes de transformation sociale. Et donc, après, il faudra recomposer. Bon, c'est pour ça que je dis qu'on aura des choses à faire ensemble. Moi, j'en doute pas. Mais après Mais ça sera le résultat, quelque part, des élections. Et j'allais dire que ce que fait France Insoumise aujourd'hui, l'élan que nous avons donné, il y a eu plus de 40 000 signatures en une semaine sur la plateforme. Alors on me dira, ça ne veut rien dire. Bah si, c'est quand même quelque chose qui est... C'est une augmentation considérable. Je pense que ça peut être justement l'aiguillon, le vecteur pour être capable de recomposer notre espace politique. Mais ça sera une conséquence. D'abord, nous, on veut essayer de gagner l'élection.
Nous allons donc passer au thème central de ce soir, à l'Europe. Je signale juste à ceux qui suivent qu'il y a sur Mediapart un article qui, il y a quelque temps déjà, c'était début mars, a fait le point sur le désaccord européen entre Hamon et Mélenchon. C'était un article de Lénaïque Bredou. Et là, nous sommes donc dans ce moment du jour du Brexit, concrétisation de cette crise européenne. Ludovic, qui va animer cela avec moi, a fait le point aujourd'hui sur le thème « Les grands travaux ne font que commencer ». C'est un très long processus. Je te laisse y aller, Ludovic. Oui, on avait envie, peut-être pour lancer ce débat européen, de commencer par l'événement du jour à Bruxelles. Londres a enclenché formellement l'article 50 des traités qui fait que dans 2 ans, quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Alors, on avait un peu envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, le Brexit? Est-ce que c'est l'occasion pour une refondation de l'Europe ou est-ce que c'est le signe que pour l'Europe, c'est un peu le début de la fin? Thomas Piketty. Pour moi, c'est l'événement le plus grave des dernières années, en tout cas en Europe. C'est le risque d'une explosion généralisée. C'est-à-dire, ça monte maintenant. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. C'est-à-dire que maintenant, on voit que un Premier ministre, Cameron, qui était conservateur, bien sûr, mais qui n'avait pas l'air plus fou qu'un autre, peut se lancer comme ça à jouer en quitte ou double le sort de son pays, se lancer dans un référendum, et à la fin, personne n'est capable d'interpréter d'abord ce que les électeurs ont dit. Ont-ils dit non à la liberté de circulation? Ont-ils dit non à la liberté? Et donc on se retrouve à la liberté de commerce. Ont-ils dit non? Et on se retrouve le lendemain matin à devoir interpréter ce que le peuple souverain a dit, et ça va prendre du temps pour l'interpréter. On va arriver à quelque chose qui sera pas bon ni pour les Britanniques ni pour les autres pays. Donc, bon, il faut toujours essayer de positiver, d'essayer de faire d'un mal un bien, mais je veux dire, là, il y a vraiment un risque de dislocation. Et moi j'ai très peur de ça. Je comprends la logique de menace d'une sortie du plan B, je peux la comprendre, à condition qu'elle permette de vraiment faire marcher un plan A, c'est-à-dire une autre Europe, un autre traité plus démocratique, une démocratisation de l'Europe plus sociale. Donc la stratégie de la menace, je la comprends, mais à condition que l'objectif soit vraiment que ça marche, le plan. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est vrai, des fois, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on a l'impression qu'il s'intéresse plus à la sortie qu'à la possibilité d'avoir quelque chose qui marche. Et après le Brexit, encore plus qu'avant, je crois qu'on peut pas s'amuser avec ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire ce qu'on veut dans le plan A, se donner toutes les façons de le faire marcher. Et effectivement, si à la fin des fins, ça ne marche pas, mais dire les forces qui poussent à la dislocation sont déjà assez puissantes. Donc essayons de donner une vraie chance à un vrai plan A. Voilà. Alors on va bientôt aller dans le détail des programmes de chacun des deux. Juste sur le Brexit de manière générale, c'est une opportunité ou pas? Mais je me vois, on va déjà être d'accord, parce que si l'idée c'est qu'on nous garantissions qu'on veut donner une chance au plan A, mais que, comme j'ai cru l'entendre, si le plan A ne marche pas, il faut faire autre chose, ça va être une discussion intéressante, puisque c'est exactement ce que nous proposons. Alors pour le Brexit, je vais répondre à votre question. Moi, ce que je crois, c'est que s'il y avait juste le Brexit quelque part, on voit bien qu'effectivement en Angleterre, dans Grande-Bretagne, il y a des éléments différents qui ont amené à la sortie. On pourrait se dire, bon, c'est un élément qui a plus un rapport avec un repli, avec des intérêts égoïstes d'un capitalisme anglais qui a considéré que finalement tout ça ne lui était pas profitable, etc. Mais le Grande-Bretagne vient après toute une série. Il y a d'abord le traité concilier européen que nous avons refusé en France, qu'on nous a imposé par la fenêtre avec le traité de Lisbonne. 2005. Donc. 2005. Et aux Pays-Bas également. On a eu Chypre, où un Parlement a été imposé d'accepter un plan de rigueur et d'austérité absolument terrible, sous menace d'un coup d'État financier. Il y a eu la Grèce, enfin, je ne vais pas tous les citer. Donc on voit bien que tout ça va mal. Et tout ça va mal parce qu'aujourd'hui on a un double problème, c'est qu'on a un problème structurel qui se pose au niveau du capitalisme financiarisé, qui a pris son envol dans les années 80 et qui arrive aujourd'hui dans un système qui... le moins qu'on puisse dire, n'a pas permis un progrès humain généralisé. Au contraire, toutes les urgences et tous les dangers sont devant nous. La guerre, les questions écologiques, de climat, les questions sociales, de dumping et de concurrence entre les peuples. Mais en plus de ça, on a trouvé, nous, un moyen dans l'Union européenne d'aggraver tout ça. C'est-à-dire d'avoir le seul espace de libre-échange sans aucune harmonisation sociale et fiscale, d'avoir un espace où, en plus de ça, il y a
un capitalisme dominant, parce que là aussi, je crois que c'est une des analyses que nous portons, c'est que la géopolitique ne s'est pas effacée dans l'Union européenne, qui est celui du capitalisme allemand, qui en plus de ça impose une politique monétariste, une politique d'un euro fort qui est absolument délétère pour la plupart des autres pays européens. Donc tout ça se cumule et fait que, à la fois à cause du contournement des souverainetés populaires, à la fois à cause de politiques d'austérité où plus personne n'y comprend rien, parce que quand vous avez des politiques qui risquent sans arrêt, une économie qui risque sans arrêt la récession, et que vous ajoutez l'austérité à ça, bah évidemment, ça ne peut aller qu'aux conséquences qu'on connaît. Et bien tout ça est aujourd'hui au bord du précipice. Et le Brexit en est un symptôme. On est, j'allais dire, voilà, et c'est ça qui doit être devant nous. Si on aurait une illusion de penser que c'est juste dû au caractère insulaire et un peu spécial de la Grande-Bretagne, qui, c'est vrai, a souvent profité de l'Union européenne sans en avoir les désagréments. Ça va plus loin que ça. Alors, on va aller plan A, plan B, les solutions. Mais avant, juste pour tous ceux qui nous suivent, est-ce que vous êtes d'accord, comme vous venez de l'être un petit peu, sur le diagnostic? Je dis ça parce qu'il y a déjà eu un débat fait par nos confrères de Politis, Thomas Piketty, et là ce n'était pas Éric Coquerel, c'était Jacques Généreux, qui est économiste aussi, et qui également accompagne les combats de Jean-Luc Mélenchon. Dans ce livre-là, pour un traité de démocratisation de l'Europe, le début, vous parlez au fond de ce pouvoir opaque que constitue le gouvernement de la zone euro, un trou noir démocratique, puissant, insaisissable. C'est un constat que faisait Vassili Varoufakis, l'ancien ministre d'économie grec, et vous partez donc de ce constat très critique sur la crise démocratique. Et lors de ce débat avec Généreux, vous disiez globalement, on est d'accord. Est-ce que vous êtes, on va l'évacuer très vite, d'accord sur le diagnostic? Oui, vraiment la façon dont les pays européens, à commencer par l'Allemagne et la France, ont organisé, ont géré cette crise financière qui, au départ, venait du secteur financier privé américain et qu'ils ont transformé par leur seule faute en une crise européenne durable des dettes publiques, alors même qu'il n'y avait pas davantage de dettes publiques au départ de l'action en Europe qu'aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni. Enfin, c'est une faillite politique intellectuelle sur tous les plans et qui peut menacer, et on le voit là avec le Brexit, parce que c'est aussi l'échec de la zone euro qui fait que les électeurs britanniques se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'on a à faire avec cette bande de pays qui ne savent pas organiser leurs affaires, en allons-nous. Et ça fait partie, voilà, il y a un échec vraiment très grave qui aujourd'hui risque de conduire à une explosion généralisée, d'où sortiront sans doute, peut-être, malheureusement, des monstres politiques. Parce qu'une fois qu'on a déchaîné ces énergies nationalistes en Europe, ce ne sera pas forcément de sympathiques gauchistes qui seront au pouvoir. Ce sera toutes sortes de monstres qui nous amèneront sur des choses totalement incontrôlables. Donc voilà, il faut se donner la possibilité de faire marcher un plan. Et si par malheur les choses tournent mal, au moins on pourra se dire qu'on a essayé, et je pense que c'est important historiquement, politiquement, que des alternatives aient été explicitement débattues. Quitte à ce qu'elles soient refusées, mais moi je crois qu'elles peuvent, que ça peut encore marcher. Donc je veux y croire. Éric Coquerel, d'accord sur le diagnostic? Oui, je crois qu'on est d'accord sur le diagnostic. Peut-être du coup, on commence à discuter de ce fameux traité de démocratisation de l'Europe que vous proposez. Une des mesures clés pour décrire ça, c'est de parler de cette assemblée de la zone euro que vous proposez. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes lignes de ce qui serait du coup, si on comprend bien, une nouvelle institution dans le paysage européen, mais pas totalement rattachée à l'Union européenne? Je précise juste pour nos lecteurs que le traité est écrit. Il y a les avant-propos, mais il y a le traité avec tous ces articles et il y a les commentaires des articles. Absolument. Donc je précise, ce traité de démocratisation de l'Europe, ou plus précisément traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro, il fait 12 pages, c'est disponible en ligne très facilement, donc chacun peut se faire une idée, quelle que soit sa persuasion politique, qui s'apprête à voter pour Mélenchon, pour Hamon, ou même pour Macron, pour Fillon, pour Le Pen, ou qui ne sache pas s'il va voter ou pas, pour au moins se faire une idée. Parce que c'est pas si courant que ça de mettre sur la table un acte aussi précis. Et par ailleurs, on a fait un petit livre avec Stéphanie Hennette, qui est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, grande spécialiste des droits de l'homme, notamment dans l'Union européenne, Guillaume Sacris, Antoine Vauchès, qui sont enseignants, chercheurs en sciences politiques, spécialistes en droit européen, en politique européenne, qui sont tous les trois bien
meilleurs que moi sur les questions de droit européen, qui se sont entourés des avis de beaucoup de spécialistes de droit européen, y compris de personnes d'un bord politique opposé, mais qui ont, disons, vérifié que tout ça juridiquement se tenait. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait. Dans ce petit livre, on explique pédagogiquement, article par article, on décrit cette assemblée de la zone euro. Donc je vais résumer très, très rapidement. Le point, l'article sans doute le plus important du projet de traité, c'est celui qui donne le dernier mot à cette assemblée de la zone euro sur le vote d'un budget de la zone euro alimenté par un impôt commun sur les bénéfices des sociétés. Donc il y a beaucoup de choses dans cette phrase qui sont importantes. Il y a d'abord le dernier mot. C'est-à-dire que ce n'est pas une couche de plus qui va discuter avec les autres. Dans l'architecture qu'on propose, l'Eurogroupe, qui est le Conseil des ministres des Finances, qui est quand même une instance extraordinairement opaque, qui délibère à huis clos, qui nous annonce régulièrement au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17e fois. C'est juste les ministres des Finances. C'est le Conseil des ministres des Finances des 19 pays. Donc vous mettez le ministre allemand, le ministre français, le ministre grec, les uns en face des autres, et ils sont censés se mettre d'accord. Ils nous annoncent au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17e fois, sauf qu'on se rend compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé. Il n'y a pas de tout ça, c'est passé à huis clos, on ne sait même pas les arguments échangés. Et par nature, c'est un organe qui est incapable non seulement de faire de la délibération publique, mais de prendre des décisions majoritaires, parce que quand vous avez une seule personne, le ministre allemand qui représente 82 millions d'Allemands à lui tout seul, le ministre français 67 millions, comment voulez-vous qu'il se retrouve en minorité ? Donc, nous, on crée une nouvelle instance dans ce projet qui est une assemblée de la zone euro dans laquelle chaque pays serait représenté par une pluralité de points de vue. Parce que pour se rendre compte justement que tous les Allemands ne pensent pas de la même façon, tous les Français ne pensent pas de la même façon. Donc très concrètement, l'assemblée de la zone euro serait composée à titre principal, pour 80% de ses membres, de membres issus des parlements nationaux. 4/5, vous dites. 4/5, donc membres issus du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale française, du Parlement italien, en proportion de la population de chaque pays et en proportion des différents groupes politiques. Donc très concrètement, si vous partez, pour simplifier, sur une base de 100 membres dans cette assemblée de la zone euro issus des parlements nationaux, l'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro, 82 millions sur 340, donc 24%, ça fait 24 membres. La France, c'est 20% de la population de l'euro, 20 membres. L'Italie, 18. L'Espagne, 14. Les 4 plus grands pays sont à 76% de la population, ont 76 membres. L'Allemagne, c'est 24. Et France, Espagne, Italie, c'est 52. Deuxième point, tous les Allemands ne pensent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'avec la règle de représentation en proportion des différents groupes politiques, si on prend actuellement la composition du Parlement allemand, sur les 24 membres envoyés par l'Allemagne, il y en aurait 12 de la droite allemande, donc CDU-CSU, 8 du SPD, 2 de Die Linke et 2 des Grünen. Et ça pourrait varier aux élections suivantes. Mais ce dont on se rendrait compte tout de suite dans une assemblée de cette nature, c'est que d'abord, tous les Allemands ne sont pas de la même opinion. Même y compris d'ailleurs au sein de la droite allemande, tout le monde n'est pas sur une ligne Schäuble, mais a fortiori... Schäuble, c'est le ministre des Finances, intraitable. À l'intérieur de la France, tout le monde n'est pas de la même opinion. Il y aurait donc actuellement un certain nombre de députés issus des différents partis, idem en Italie, en Espagne. Donc on aurait la possibilité de dépasser les affrontements pays contre pays. On aurait du politique. Et le fait d'impliquer les députés nationaux de cette façon, c'est également quelque chose de très important à nos yeux, parce qu'on ne peut pas comme ça, à partir du moment où on veut mettre en commun des décisions sur l'impôt, sur le budget, qui est quand même le cœur de la souveraineté nationale parlementaire, on ne peut pas comme ça s'asseoir sur les députés nationaux. Et remettre les députés nationaux au cœur d'un projet de souveraineté politique européenne, c'est vraiment central si on veut sortir des blocages actuels qui opposent les souverainetés nationales à une souveraineté européenne qui n'existe pas. Avant de faire réagir Éric Coquerel à cette proposition, juste, j'avoue, la première réaction, c'est pourquoi pas des eurodéputés, où il y a une vieille idée à Bruxelles qui est souvent de dire il faut une assemblée de la zone euro, des 19, mais qui serait constituée tout simplement d'eurodéputés qui sont déjà élus, déjà en place, ça existe, il y a des murs. Parce que c'est une assemblée différente de l'Assemblée. Mais il faut bien... Il y a 1/5 d'eurodéputés dans votre... Dans la proposition, mais qui n'est pas... c'est pas le dernier mot. C'est une proposition justement pour en débattre. Et moi, ce que je voudrais, c'est que justement... Vous estimez que les députés nationaux sont plus à même de... Alors, là, ce qu'on propose, c'est donc 80% des sièges pour des députés nationaux et 20% des sièges pour les personnes issues du Parlement européen. Et certains pourraient préférer d'avoir l'inverse, d'avoir 20-80. Je vais vous dire pourquoi nous, on préfère mettre l'accent sur les députés nationaux. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on ne prétend pas avoir la vérité unique
Et à la limite, on aurait avancé si chacun disait comment il veut gouverner démocratiquement l'Europe. Pourquoi il nous semble important de mettre les députés nationaux au centre du jeu? Il faut bien voir que c'était en fait déjà une proposition qui avait été faite il y a longtemps par Joschka Fischer dans son fameux discours de Berlin de mai 2000, à laquelle les responsables politiques français, en particulier la gauche, n'avaient même pas daigné répondre. Et on s'était retrouvé après avec un traité constitutionnel européen qui était beaucoup moins innovant sur le plan démocratique et beaucoup plus conservateur, qui maintenait la règle de l'unanimité sur la fiscalité, qui faisait aucun progrès en termes de justice fiscale, justement parce que je pense qu'on n'avait pas fait à cette époque ce choix qui est de dire si on veut faire de la fiscalité en commun, de l'impôt en commun, du budget en commun, on ne peut pas comme ça ignorer les députés nationaux. Pourquoi? Parce que les députés nationaux, le cœur de leur mission, c'est le vote de l'impôt, c'est le vote du budget. Donc il faut les impliquer justement qu'ils deviennent à la fois députés nationaux et co-législateurs européens. C'est-à-dire que l'analyse de Joschka Fischer à l'époque, dans son discours de 2000, qu'il faut relire du 12 mai 2000, très intéressant discours, était de dire il ne faut pas opposer la souveraineté parlementaire nationale à une possible souveraineté parlementaire européenne en construction. Et on ne pourra construire de la souveraineté du politique au niveau européen qu'en s'appuyant sur ce politique au niveau national. Parce que sinon, on va avoir un conflit irrémédiable où les députés nationaux, en France comme en Allemagne, se défaussent en permanence, c'est-à-dire disent, bon, tout ça, c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de Bruxelles, et c'est trop facile. D'une certaine façon, justement, il faut leur donner les moyens d'être au cœur du dispositif. Alors après, les détails... Enfin, je dirais, les paramètres 80-20 sont pas... Voilà, chacun après peut avoir son opinion, mais on n'est pas dans de la technique, on est vraiment sur le cœur de comment on organise de la souveraineté politique et de la prise de décision majoritaire en Europe. Alors, Éric Coquerel, une première réaction à ce qui pourrait constituer, du coup, ce qu'on pourrait appeler un plan A côté Benoît Hamon. Alors déjà, il faut s'entendre. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs constructions européennes, plusieurs sortes d'Europe. Aujourd'hui, on a une Europe qui est née avec Jean Monnet, qui était l'idée on va construire l'Europe à partir des marchés. Et puis tout ça a été percuté par, je le disais tout à l'heure, ce troisième âge du capitalisme qui a institué une société pour le tout, enfin une volonté d'économie de marché, non plus une économie qui était celle des pays européens d'après-guerre, à de manière plus ou moins importante, mais enfin quand même forte partout, qui était une économie quand même très administrée, dans laquelle il y avait du marché, mais dans lequel il y avait justement des politiques d'État, l'État social, etc. Donc ça a percuté, c'est-à-dire que l'Union européenne, ayant été construite sur le marché, quelque part, elle a suivi la pente naturelle. Et aujourd'hui, on a une politique une Union européenne qui favorise partout le tout marché, la concurrence, le dumping social. Ce que je disais tout à l'heure, plus, je l'ai répété après la réunification allemande, une politique qui correspond aux intérêts allemands, après la déflation salariale organisée dans les années Schröder et une politique basée sur l'exportation qui a besoin d'un euro fort. Ça, c'est le contexte. Bon. Mais si on veut une construction européenne, nous voulons une construction européenne. Elle ne peut valoir que si elle est un progrès humain pour tous les peuples qui la composent. Elle ne peut pas valoir uniquement parce que c'est la construction européenne et que ça serait un horizon indépassable qui justifierait, comme on le fait depuis 30 ans, qu'on casse les acquis sociaux, les acquis démocratiques au nom de cette construction. Bon. Donc voilà le tableau. Donc il faut essayer de remettre sur les rails et que ce soit une Europe d'un progrès humain, social, tout ça. Bon. Et là où la critique principale que je ferai par rapport à cette Assemblée, c'est que si on est d'accord avec le constat, ce constat, ce n'est pas une politique qui a été spontanée, c'est une politique qui s'est donné des cadres juridiques et politiques, des traités qui ont été imposés au peuple en plus, sur lesquels, évidemment, à chaque fois, on nous explique que, par exemple, sur l'harmonisation sociale et fiscale, comme vous le savez, ils sont interdits dans les traités. Nommément, ils sont interdits. Donc c'est la Banque centrale européenne, qui est la seule instance fédérale en réalité en Union européenne, elle est totalement indépendante des pouvoirs politiques. Donc, ne pas d'abord se poser le problème du cadre dans lequel nous agissons, celui de la Banque centrale européenne indépendante, dont les missions sont plus une politique monétariste qu'une politique pour le plein emploi ou, par exemple, pour la transition énergétique. Celui d'un cadre d'empêcher toute harmonisation sociale et fiscale. Celui d'un cadre d'une politique d'austérité avec la fameuse règle d'or. Si on ne pose pas d'abord le cadre et qu'on pense quelque part qu'on va régler le problème par une plus d'intégration démocratique, moi, ce que j'ai peur, je vous le dis franchement, c'est que ça me rappelle ce que nous disaient les sociodémocrates au début des années 80. Ils nous disaient il faut avancer, et puis le jour où on dirigera l'Europe partout, on va changer les choses. En 90, ils ont dirigé. Dans les années 90, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans les gouvernements de tous les pays de la zone euro, et rien n'a changé, c'est eux qui ont changé. Donc, quelque part, on recommence un peu la même histoire. On ne peut rien faire si on ne change pas les cadres, et ça passe par un rapport de force, permis justement par le suffrage universel d'un pays comme la France, qui pourrait, parce qu'il y a un intérêt
évident à garder une construction européenne, en tout cas on peut tabler là-dessus, qui pourrait effectivement, avec des négociations et une méthode de désobéissance, essayer en tout cas de changer les cadres. Et vous dites quelque part, l'entrée par la démocratisation de la gouvernance de la zone euro, c'est trop étroit par rapport à l'ampleur du chantier. Je vous donne un exemple. On fait l'Assemblée dont parle Thomas Piketty, qui d'ailleurs, entre parenthèses, là, on revient sur le débat de tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vous dans Libération qui avez donné le détail de l'Assemblée, mais enfin on voit qu'en gros, c'est mon bouquin. Oui. pour estimer qu'elle va être à gauche, on nous met tous les sociodémocrates, sociolibéraux, enfin on mélange tout, on nous refait ça. Juste faut expliquer, d'après vos projections sur une assemblée à 100 députés, en l'état actuel, avec les rapports de force politiques des 19 pays de la zone euro, si les 19 pays participent à cette assemblée, d'après vous, on aurait une majorité de gauche dans cette assemblée de la zone euro qui permettrait, d'après vous toujours, de faire contrepoids à ce qui a été décidé. Pour préciser, là c'est pas d'après moi, c'est juste la réalité mathématique des parlements nationaux actuels, mais peut-être quand même pour répondre. Quand même, parce que là, c'est pas... Vous allez me répondre, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Mais le problème, c'est que vous mettez justement dans cette addition exactement le même problème dont nous avons parlé tout à l'heure au niveau de la primaire. C'est-à-dire qu'on a les sociaux... dans les parlements nationaux, rien de plus, rien de moins. Parce que la plupart aujourd'hui de ces gens que vous cataloguez à gauche défendent en réalité une politique monétariste d'austérité qui est contraire à celle que vous voulez. Je n'ai pas le pouvoir de les remplacer le lendemain matin, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait ? On mettrait un vernis soi-disant démocratique par rapport à quelque chose où on n'a aucune garantie que ça change, et en plus de ça, on laisse tous les pays hors zone euro continuer le libre-échange, etc. Donc si je peux changer la composition du Bundestag et de tous les parlements et mettre plus de Die Linke, ça je le fais demain matin, j'ai aucun problème. Ça, on est obligé d'en tenir compte dans le rapport de force. Donc c'est pas par ce biais-là qu'on peut changer les choses. Alors attendez. Il ne s'agit pas de créer une assemblée pour le plaisir de discuter. Là, il s'agit d'objectifs très concrets. C'est-à-dire l'article le plus important, comme je disais, c'est celui qui transfère à cette assemblée le dernier mot sur le vote d'un budget alimenté par un impôt commun sur les sociétés. Donc c'est un acte très fort d'harmonisation fiscale. C'est-à-dire que pour la première fois, on arrête de discuter d'une possible coopération fiscale. On dit, attendez, maintenant, on délègue le vote de l'assiette et d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés au niveau de cette assemblée de la zone euro. Parce que, pourquoi on fait ce choix ? Parce que c'est vraiment l'impôt par excellence. On pourrait le faire pour d'autres impôts par la suite, taxes sur les transactions financières, impôts sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, mais il faut commencer par quelque chose. Et cet impôt sur les sociétés, il est emblématique d'une situation où la souveraineté nationale consiste à tous se faire avoir par les multinationales. Donc finalement, tout le monde a y gagné. Et moi, je pense que cette assemblée de la zone euro, même si elle n'était pas aussi à gauche que ce qu'on voudrait, en votant une assiette commune, elle permettrait que les pays, au moins, arrêtent de tous se faire avoir par les multinationales. Et moi, maintenant, je voudrais quand même vous poser la question. Vous êtes pour l'harmonisation fiscale. Vous êtes pour un impôt commun sur les sociétés. Je voudrais juste savoir par quelles institutions politiques, par quels mécanismes de prise de la décision politique ça va marcher dans votre plan A. Parce que moi, j'ai bien regardé les documents, je n'ai jamais vu de propositions concernant le plan A, de comment on allait organiser le pouvoir politique. Alors, je vous pose juste la question. Imaginons que Jean-Luc Mélenchon est élu. Est-ce que c'est de la négociation directe, Mélenchon-Merkel, qui décide de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, du taux de l'impôt sur les sociétés, du budget de la zone euro, des nominations à la Banque centrale européenne ? Il va quand même bien vous falloir quelque chose qui ressemble à une assemblée, à un parlement. Donc nous, l'assemblée qu'on propose là, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais au moins elle est sur la table. Si vous voulez modifier la composition pour qu'elle soit plus à gauche, allez-y, dites-nous comment vous faites. Mais vous comprenez que vous ne pouvez pas dire « on a un plan A », et quand on vous demande « et comment vous organisez les pouvoirs publics, la prise de décision démocratique dans le plan A », vous nous répondez « on en discutera plus tard ». Parce que moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'on a un peu l'impression que vous n'y croyez pas, dans le fond, au plan A. Parce que si vous aviez une proposition à mettre sur la table, vous la mettriez. Donc, essayons d'en parler ensemble. Améliorons-la ensemble. Est-ce qu'il faut rajouter des articles sur la Banque centrale européenne dans ce projet ? Peut-être. Peut-être. Ça peut être une proposition. Il y en a déjà. C'est-à-dire que là, tous les membres du directoire de la Banque centrale européenne doit être approuvé majoritairement par cette assemblée après avoir été auditionné. Donc c'est pas rien comme changement. On peut en mettre d'autres. Allons-y. Dites-nous les articles que vous voulez ajouter. Non, et moi je vais être très clair là-dessus. C'est que il est aujourd'hui impossible qu'un programme qui aurait été adoubé par le suffrage universel. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon gagne l'élection. Il a un programme qui, on est d'accord, est contraire aujourd'hui pratiquement point par point avec les actuels traités européens. Il est hors de question. Il est hors de question qu'au nom de je ne sais quelle intégration démocratique qui est à Paris sur le fait qu'on aurait un rapport de force parce que les Allemands le comprendraient. J'ai lu ce que vous mettiez, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, les Allemands le voudraient bien, le comprendraient parce qu'ils ont une tradition parlementaire. Oui, mais sauf qu'ils ont aussi, en tant qu'économie allemande, et là, que ce soit le SPD ou le CDU,
Pour l'instant, ils font exactement la même politique depuis 30 ans, les intérêts qui sont ceux d'une politique d'exportation. Donc, au nom d'un pari, on accepterait finalement, éventuellement, de ranger une grande partie de notre programme. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, vis-à-vis d'un peuple qui décide souverainement des décisions, vous ne pouvez pas lui dire qu'au nom de l'Europe, on n'appliquera pas cette politique. Donc, je vais répondre maintenant comment je pense qu'on fait. D'abord, la première chose, c'est que vous dites les États-nations, aujourd'hui, dans l'Union européenne, quelque part, se font avoir par les multinationales. Eh bien, c'est vrai et pas vrai. Parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a un capitalisme transnational, qui est le capitalisme dominant, mais qu'il y a aussi, j'allais dire en cascade, des intérêts nationaux de capitalisme, et notamment du côté, par exemple, de l'Allemagne, qui est le capitalisme dominant, y compris qu'il y a beaucoup plus, au niveau même de ces multinationales, de possédants allemands au niveau de ces multinationales, ce qui fait qu'il n'est pas vrai que tous les États-nations, aujourd'hui, seraient quelque part à égalité avec le fait face à un capitalisme transnational. Disons qu'il y en a qui ont plus d'intérêt que d'autres à continuer à favoriser cette méthode. Et ce que nous pouvons constater, et ça, c'est pas, j'allais dire, c'est pas de la germanophobie, parce que les premières victimes, ça a été les travailleurs allemands d'abord, à partir de la déflation salariale. Mais c'est que aujourd'hui, nous avons une politique qui est terriblement entraînée par celle de Merkel et par cette logique-là. Donc, je réponds, oui, je pense que le premier rapport est géopolitique. Moi, ce que j'observe, c'est que quand Alexis Tsipras a dû céder dans la nuit au début juillet, a capitulé au début juillet, alors que son peuple lui avait donné un mandat de ne pas accepter, qui y avait-il autour de la table ? Il n'y avait ni les 19 pays de la zone euro, encore moins les 27 pays de l'Union européenne. Il y avait Mme Merkel, M. Hollande, M. Juncker et lui. Autrement dit, oui, j'assume le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, tous les pays ne sont pas égaux et qu'il y a un rapport de force par rapport à des économies qui est en termes d'intérêt bien senti pour être capable de dire est-ce que vous préférez finalement que l'Union européenne éclate ? Ça, c'est le plan B. Parce que si le plan B, une fois qu'on a tenté le plan A, c'est pas vrai que la France partira seule. Je veux dire, dans ce cas-là, ça sera en réalité l'éclatement de la zone euro. Vous pouvez faire ce traité sans l'Allemagne de la zone euro. Oui, mais ça, j'y crois pas. Ça serait plus l'Union européenne. Alors, vous êtes déjà dans votre plan B. Quelque part, vous proposez un plan B. Donc, je pense que nous avons, la première chose à faire, et c'est comme ça que je le résume en général, le plan A, quelque part, c'est la sortie des traités, du cadre européen, des traités actuels, tous ensemble. Le plan B, c'est avec ceux qui seraient d'accord avec les Français pour le faire. Et entre les deux, il y a un référendum pour statuer ce qu'on fait. Et dans le plan A, je pense que oui, il y a un rapport de force avec l'Allemagne. Et ce qui me donne espoir, figurez-vous, parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez l'impression que le plan A, on n'y croit pas. Ce qui me donne espoir, c'est que je vois bien par contre que grandit en Union européenne, on va dire deux choses. Il y a une issue xénophobe, nationaliste, de repli inquiétante. Coquerel, vous êtes bien d'accord que vous aurez besoin d'une assemblée dans votre plan A comme dans votre plan B. Ça vous intéresse pas vraiment ? Si, nous on est pour donner plus de pouvoir aux assemblées nationales et européennes. Mais on ne met pas d'abord les charrues avant les bœufs. La première chose, c'est de changer les traités, de sortir des traités actuels. Mais pour les remplacer par lequel ? D'accord, de changer les traités actuels, de faire en sorte que la BCE ne soit plus indépendante, qu'elle ait d'autres missions, de faire en sorte du coup que l'euro ne soit plus l'euro actuel au service d'une politique monétariste, d'arrêter avec la règle d'or, toute chose. Oui, mais ça, vous ne le dites pas. Excusez-moi, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. On mutualise les dettes européennes, ça fait partie des fonctions à l'Assemblée. Ça, vous le mettez si l'Assemblée le décide. C'est écrit dans votre texte. Si elle ne le décide pas, ça n'a pas lieu. Donc, quelque part, vous voulez que ce soit juste un duo Mélenchon-Merkel qui va décider. Il faut bien qu'à un moment, il y ait un mécanisme. Ça va être un rapport géopolitique et de négociation de rapport de force. Chef d'État contre chef d'État, mano à mano. Non, en tant que représentant du suffrage universel, ça n'a pas moins de légitimité. Oui, mais ça me fait penser à d'autres arguments, ça, sur l'Europe intergouvernementale qui dit. Et vous savez pourquoi il y a une chance que ça marche ? Pourquoi il y a une chance que ça marche ? C'est qu'on est dans une année 2017 absolument exceptionnelle là-dessus. C'est qu'on a l'élection en France, deuxième puissance économique en Europe. On a bientôt l'élection en Allemagne en 2017. On aura eu l'élection Hollande qui, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas donné la victoire xénophobe, mais a fait la défaite de la coalition qui faisait une politique d'austérité au bénéfice d'une gauche qui la conteste de manière différente, mais qui la conteste en tout, que ce soit la gauche des Verts ou le Parti socialiste, qui n'a aucun rapport avec le Parti français, en Hollande. Donc, et le Brexit au milieu. En Italie, on sait que le non au référendum a été un non, en réalité, à cette Europe d'austérité. Donc, il y a la possibilité d'installer un rapport de force. Et si demain, nous sommes élus et que nous disons, on y viendra peut-être tout à l'heure, on a des propositions. On désobéit pour appliquer notre politique. Première chose. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes prêts à désobéir. On désobéit, on n'applique plus les politiques d'austérité, la dérégulation des services publics, la directive des travailleurs détachés, etc. Et deux, on met sur la table un certain nombre de points. Par exemple,
le principe de non-régression sociale et écologique qui fait que les règlements européens ne s'appliquent pas tant qu'il n'est pas supérieur en la matière au règlement national, des choses comme ça que nous mettons sur la table, réorientation de la BCE, et à la fin de la période, on voit où on en est arrivé, si on a tout obtenu, si on a obtenu une part, et c'est le peuple qui tranche. Mais pour ça, il faut avoir préparé un plan B pour ne pas se retrouver comme les Grecs. On va revenir au plan B. Mais si je vous ai écouté attentivement, vous avez parlé de rapport de force. Non, mais vous avez parlé de rapport de force. Et en écho à ce que disait Thomas Piketty, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, mais peut-être que justement vous allez nous justifier, c'est que pour une formation politique qui, dans le cadre national, dit la 6e République, retour à une politique délibérative, où on croit à des possibles majorités d'idées, où les gens ne sont pas forcément prisonniers de là d'où ils viennent, parce que le débat fait fonctionner, ils ne sont pas forcément des sociotraites à l'éternité, parce qu'une fois qu'ils se retrouvent dans une assemblée, il y a des gens qui discutent, qui les fait bouger, etc. Hein, l'assemblée, c'est ça, une assemblée délibérative. Jean-Luc Mélenchon a été longtemps parlementaire, il le sait bien, et donc élu en tout cas. Et donc on a l'impression que sur le plan européen, pour vous, il n'y a que le rapport de force dans le cadre d'une souveraineté nationale et qu'il n'y a pas de possibilité dans un plan A d'avancer dans le cadre d'une invention délibérative. Justement, c'est la même chose. Nous, on estime que pour construire la 6e République par la Constituante, il faut en finir avec la 5e, on ne peut pas le faire dans le cadre de la 5e. On ne peut pas imaginer tout d'un coup une assemblée qui serait dans le cadre de la 5e et qui transformerait la République. Donc, il faut sortir de la 5e. Et bien, de la même manière, pour reconstruire un projet européen de coopération, parce que pour nous, c'est important, avec une vision internationaliste, parce que vous avez bien compris que ce rapport de force, il est aussi un rapport de force qui va s'appuyer sur les peuples, va s'appuyer sur le fait qu'on a de plus en plus de peuples, y compris de gouvernements, quelle que soit des fois la couleur politique, qui commencent à réagir. Donc il y a bien une idée, c'est pas on sort seul et puis on laisse tout ça se construire. C'est pas le Front National. On propose au contraire de s'appuyer sur une coopération internationaliste, mais on part de l'idée qu'il faut sortir des cadres actuels comme on sort de la 5e. C'est la même base. Et donc nous ne sommes pas d'accord avec quelque part une assemblée. Et en plus de ça, on n'a toujours pas répondu, qui ne concerne que la zone euro. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le reste de l'Europe n'est plus... Non, qui est complètement ouverte à tous ceux qui le veulent. D'accord, mais là aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Europe en termes de libre-échange et autres? Ça, c'est une des questions qui est posée, parce que qui complique quelque chose. Mais nous ne sommes pas d'accord pour laisser penser qu'on va donner un vernis plus démocratique à un cadre inchangé. Ça ne marchera pas. Juste, j'avais envie de formuler à chacun de vous une objection sur votre projet qui est liée à une question clé, qui est le rapport de force avec Berlin. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le plan A côté Mélenchon ne s'y prend pas de la même façon que votre Assemblée. Ce que j'ai du mal à comprendre dans le projet de l'Assemblée de la zone euro, c'est qu'on revient finalement refaire une Assemblée avec des logiques de députés nationaux, donc quelque part des logiques nationales. C'est déjà une des faiblesses du Parlement européen, ou une des raisons de la faiblesse du Parlement européen, c'est finalement que beaucoup des députés obéissent et suivent les capitales. On désobéit peu, on débat finalement très peu, de manière très cadrée, et on reproduit des logiques intergouvernementales souvent. Et donc du coup, on a l'impression de créer une nouvelle institution qui va reproduire finalement l'influence, ou la très forte influence, pour le dire diplomatiquement parlant, de l'Allemagne. Et donc, du coup, en quoi vous répondez vraiment à un rapport de force nouveau avec Berlin? Oui, et après, j'ai une question sur Berlin. Oui, non, mais c'est une vraie question de est-ce qu'on veut mettre les députés nationaux au centre d'une nouvelle Assemblée européenne? Et moi, je serais vraiment intéressé aussi de connaître vraiment le point de vue Front de Gauche là-dessus et le point de vue des Insoumis là-dessus. Majoritaire? Oui. Avec 24 membres sur 100, dont 12 pour la droite. Mais non, mais avec les pays du Nord qui sont dans une même logique budgétaire. Vous avez 76. Disons les fractures entre 76 sièges sur 100 pour les 4 plus grands pays, dont 52 pour France, Espagne, Italie. Parce que la démocratie, il y a quand même une réalité humaine derrière. Il y a des populations dans tout ça. Et donc là, je ne dis pas que la majorité qui sortira de tout ça sera toujours conforme à mon idéal et sera parfaite. Mais je crois qu'on peut quand même dire, il suffit de regarder la réalité, que la droite allemande dans tout ça, pour la nommer, sera quand même très, très minoritaire. Donc on a 12 sièges sur 100, parce qu'après les droites espagnoles, italiennes, elles sont loin d'être parfaites, mais elles ne sont pas tout à fait sur l'austérité et sur le problème de la renégociation de la dette grecque et sur la dette des pays du Sud. Ce n'est pas exactement la même position que la droite allemande. Donc on change. Évidemment, il n'y a pas d'assemblée parfaite, il n'y a pas de traité idéal, mais il y a quand même des actes démocratiques, des innovations démocratiques qui permettent de changer les rapports de force d'une façon
substantielle. Après, ce n'est qu'une étape et il y a plein de choses à ajouter. Mais je crois qu'on est obligé. Si on veut construire l'Europe, on ne peut pas sans cesse envoyer ce message aux députés nationaux consistant à dire écoutez, vous restez dans vos territoires avec vos politiques étroitement nationales. Vous ne pouvez pas comprendre le bien public européen. Il n'y a que nous, à Bruxelles, parlementaires européens, qui comprenons le bien public européen. Je pense que cette attitude-là, c'est une des raisons qui fait qu'on n'y arrive pas. Et je pense vraiment, reprenez ce discours de Joschka Fischer qui est intéressant parce que c'est une réflexion très fédéraliste, mais qui remet les députés nationaux au centre. Et c'est parce qu'on a refusé cette discussion trop longtemps qu'on n'a pas avancé et qu'on est resté à l'intergouvernemental, qui en fait est la vraie institution forte dans l'Union européenne actuellement, c'est le Conseil des ministres des Finances, le Conseil des chefs d'État. Donc le Parlement européen, dans tout ça, il ne perd aucun pouvoir. Au contraire, il a des places dans cette assemblée de la zone euro. Le perdant dans tout ça, c'est l'intergouvernemental, c'est le Conseil des ministres des Finances, c'est cette opacité organisée. Et donc c'est un progrès démocratique allant vers une parlementarisation profonde de l'Europe. Maintenant, moi, je veux vraiment quand même qu'on ait le temps de bien se comprendre. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a besoin d'un rapport de force. C'est-à-dire que tout ça ne se fera pas comme ça, poliment, facilement. On ne fera rien changer en Europe sans qu'il y ait effectivement une forme de bras de fer, en particulier avec l'Allemagne, parce que c'est vrai que les dirigeants allemands se sont construits eux-mêmes dans un discours ces dernières années consistant à expliquer au reste de l'Europe qu'en gros, il suffisait que tout le monde devienne allemand et fasse 8% d'excédent commercial pour que tout aille bien, ce qui est totalement absurde, évidemment, puisqu'il n'y aurait personne sur le reste de la planète pour éponger des excédents commerciaux pareils. Et ils se sont tellement mis dans ce discours à droite et parfois au SPD que pour en sortir, ça va être difficile. Et c'est une forme de nationalisme. Il y a toutes sortes de formes de nationalisme qui nous menacent aujourd'hui en Europe, et ce nationalisme-là est une des formes qui nous menace. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un rapport de force qui est nécessaire, il y a un bras de fer. Donc, moi, je n'ai rien contre la menace du plan, etc. Mais je pense aussi rien contre qu'on se donne la menace de sortir, de rompre avec les traités. Je pense aussi qu'on est beaucoup plus fort si on a un plan A très précis sur la façon dont on veut organiser la démocratie. Et dire simplement, on va faire une grande assemblée constituante, non seulement en France, mais peut-être, pourquoi pas, en Europe. Je pense que ça ne suffit pas, parce qu'on est quand même en droit de demander à Jean-Luc Mélenchon, responsable, bon, très bien, mais si on vous demande votre avis sur qu'est-ce qui devrait sortir de cette assemblée constituante en termes de composition d'assemblée, de comment on prendra les décisions, quand même, ce ne sont pas des détails techniques, comment on organise la démocratie. Et je trouve quand même que si on pouvait essayer d'avancer dans cette direction, d'ici l'élection présidentielle française, idéalement, ou au moins pour la suite, qu'un jour, la gauche en France soit capable de mettre sur la table un projet de traité qu'on voudrait proposer à nos partenaires qui serait pas celui-là. Hein, ça, c'est juste une toute petite base de départ. Je ne prétends pas du tout. Il faut tout changer, rajouter des articles partout. Allez-y, déchirer tout, ou garder les petits bouts d'articles qui peuvent méritent d'être gardés, ou aucun si vous pensez qu'il n'y en a aucun. Mais juste mettez quelque chose sur la table. Et je trouve que quand on ne met pas quelque chose sur la table comme ça, moi, ça me fait penser quand même, vous savez, même si c'est pas exactement pareil, en 2012, il y avait deux personnes qui étaient François Hollande et Emmanuel Macron, avec lui à l'époque, qui disaient, vous savez, on a un sacré traité dans la poche pour renégocier le traité avec l'Allemagne, mais on ne vous le montre pas, on en parlera après l'élection. Bon, ben, ils n'avaient rien dans la poche, il n'y avait rien, de rien. Et donc, à un moment, juste être dans dire, vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir un sacré bras de fer. Je veux dire, c'est quand même plus simple, surtout quand on a une menace de sortie. Vous savez, il y a quand même David Cameron, quand il a commencé son truc, il a dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va changer les règles en Europe, ça va plus être comme avant, et si j'obtiens ce que je veux, j'irai pour le oui, et puis sinon, j'irai le non, puis il y a un référendum qui tranchera. » Le seul problème, c'est qu'il avait dit à personne ce qu'il voulait obtenir exactement. Personne n'avait compris, en fait, ce qu'il voulait vraiment obtenir. Et à la fin des fins, bon, il a obtenu ce qu'il a obtenu. Il y a été dans le référendum en soutenant le oui. Il a eu le non. À la fin, personne ne sait exactement ce que les électeurs britanniques veulent sur la liberté de circulation, sur tout ça. Bon, c'est quand même mieux d'être précis à l'avance, surtout quand on a une menace de sortie, d'être précis sur quelle est l'Europe idéale qu'on voudrait. Enfin, sinon, ça donne l'impression qu'on n'y croit pas vraiment au plan. Vous faisiez allusion, je précise, au TSCG, que François Hollande s'était engagé à rediscuter, oui, qu'il a imposé à sa majorité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter de manière plus précise, du coup, le plan A? Donc, peut-être, il y a l'idée notamment de désobéir au traité, de absolument pas répondre aux contraintes budgétaires, de dépasser les contraintes, etc. Et en même temps, de jouer ce rapport de force avec l'Allemagne. Allez-y, je vous remercie. Premièrement, je dis juste à Thomas Piketty, c'est que moi, on prend soin de vous lire, mais nous publions beaucoup et depuis des années.
Jacques Généreux avait fait un colloque qui s'appelait « Gouverner face aux banques » il y a ça plusieurs années. Et ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet. Donc on ne part pas de rien. Il suffit de chercher pour voir ce que nous proposons. Mais je vais le résumer. Un projet de traité j'en ai Non, pas un projet de traité, un projet de reconstruction, une reconstruction européenne à partir de la question méthode plan A, plan B. Mais je vais y venir. La deuxième chose, et là c'est plutôt positif ce que je vais dire, c'est que j'observe qu'il y a plusieurs points sur lesquels nous sommes d'accord. On est d'accord sur le fait que c'est plus supportable, que donc on ne peut pas, au nom de l'Europe, si j'ai bien compris, accepter tout et n'importe quoi, d'où le fait qu'il peut y avoir un plan B. Bon, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, la différenciation entre nous, c'est sur la question de la méthode. Bien. Et ça tombe bien parce que le plan A, plan B, c'est d'abord une méthode. Budget zone euro, dette commune, tout ça, vous êtes d'accord? Nous sommes pour, à partir du moment où on a une construction européenne réorientée, nous sommes pour qu'il y ait un budget, y compris nous sommes pour faire en sorte qu'il y ait un budget qui, quelque part, justement, arrête d'avantager les pays à fort excédent, mais puisse, donc, il y a tout un tas de choses qu'on a écrites et qu'on a dit, bien évidemment. Non, mais c'est bien comme moi. Mais je vais y venir. Mais par contre, la méthode n'est pas la même. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, je pense qu'on a eu trop les dégâts d'une construction européenne qui est en réalité simplement un grand marché libre et sans entrave, qui donne le pouvoir à la finance, pour tout d'un coup penser que il pourrait y avoir quelque part la solution par un peu plus de fédéralisme, une intégration encore plus grande, et que ça permettrait tout simplement, j'allais dire déjà, de nier les différenciations entre chaque peuple et les intérêts qu'ils ont aujourd'hui dans l'Union européenne telle qu'elle est, avec les différenciations issues justement de l'euro telle qu'elle a été construite. On voit bien que les peuples se retrouvent dans des situations très, très, très différentes et potentiellement conflictuelles de ce simple fait, qui persuaderait par exemple les Allemands, alors j'ai dit ce que je pensais sur les différenciations gauche-droite qui laisseraient supposer une différence sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour changer l'Europe, mais par exemple les questions de mutualisation de dette, dans la culture, là pour le coup, aller persuader l'Allemagne aujourd'hui d'une mutualisation de la dette, c'est peut-être une chose de persuader l'Allemagne et en s'appuyant sur l'élection de 2017 qu'il faudra faire des larges concessions pour continuer l'Union européenne parce qu'ils ont certainement des intérêts à la continuer. Par contre, pour faire accepter une mutualisation des dettes aujourd'hui dans une assemblée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas fixée par un cadre au départ, là je suis très dubitatif, je pense que c'est un pari. Donc nous, ce qu'on propose, c'est quoi? On l'assume, c'est de repartir à partir d'un cadre, non pas de plus d'intégration, mais un cadre de coopération entre des États-nations qui discutent pour un nouveau cadre de traité, dans lesquels il y a donc toute une phase de désobéissance. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure, mais qui sont ceux qui permettent de faire la politique, y compris pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau, d'avoir de manière préventive une loi bancaire qui permet, enfin de commencer à travailler sur une loi bancaire qui permettrait de redonner le pouvoir d'émission à la Banque de France hors de tutelle de la BCE si on doit en arriver là en termes de plan B. Donc il y a qui tout. pourrait, j'imagine, financer, parce que là, on imagine qu'il y aurait peut-être la spéculation des marchés, le fait que déstabilisation. Mais je vais y venir. Il y aurait de la spéculation des marchés, que, mais il y a cette politique et ensuite une base de négociation sur un certain nombre de principes que j'ai expliqués tout à l'heure, qui serait une discussion entre États. Et quand on me dit, Thomas Piketty, moi, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. La manière dont se fait l'Europe aujourd'hui fait que la plupart de nos gouvernants trouvent très pratique, en réalité, de faire comme si c'était l'Union européenne seule qui décidait une politique à laquelle ils ont donné leur accord pour qu'elle se fasse. Ça, je suis d'accord. Mais on peut très bien aussi avoir une toute autre forme de négociation. Ce n'est pas parce que vous avez une discussion entre des représentants élus du peuple que c'est forcément quelque chose d'occulte. Nous, par exemple, les négociations, elles seront transparentes. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez la transparence n'est pas assurée forcément par le fait que ce n'est pas des États-nations qui discutent. La preuve, vous avez les réunions Mélenchon-Merkel, elles seront publiques. Bien sûr, mais pas seulement. Moi, je ne trouve pas que ça suffisant. Bon, ce serait déjà ça, mais je ne trouve pas que ça suffit pour démocratiser. En plus de ça, là, vous avez réduit quelque chose. C'est que je n'ai pas dit tout à l'heure que les discussions se résumeraient à tête-à-tête avec Mme Merkel, puisque nous aurons au contraire besoin des autres pays pour nous appuyer. Oui, bon, nous pensons que nous aurons des chefs d'État contre chefs d'État. Je pense que oui, mais quand voulez-vous faire? Il y a des représentants élus, il y a une politique élue. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Excusez-moi, mais il me semble que la manière dont le CETA et le TAFTA sont négociés par la Commission européenne depuis des mois, qui n'est pas l'instance entre les gouvernements, n'est pas un exemple de transparence. C'est l'opacité absolue. Oui, mais d'accord. Donc la question de l'opacité n'est pas définie par le fait que c'est le fait des représentants gouvernementaux qui discutent, elle est définie par le fait que des gens veulent nous masquer la réalité. Je pense aussi qu'avoir au sein de chaque pays la pluralité politique qui s'exprime. Donc avoir non pas un représentant par pays, mais 20 ou 30 avec des personnes de gauche, de droite, et qui délibèrent. Je veux juste redire, la composition de l'Assemblée que vous avez décrite tout à l'heure,
Elle a été obtenue simplement en prenant la composition actuelle des parlements nationaux dans les 19 pays, en appliquant les règles de proportion au groupe politique. Moi, je m'attendais à tomber sur, en gros, 50-50, un peu gauche-droite, mais quand même avec l'idée que voilà, la droite allemande a une position sur l'austérité qui est extrême par rapport aux autres droites européennes. Et donc que déjà en soi, avoir une droite allemande à 12 sièges sur 100, ça, c'est quand même une façon... Mais en fait, ce qu'on trouve quand on fait le calcul, à l'état actuel des choses, c'est qu'on on arrive à 44 sièges pour CDU, les Républicains, Parti populaire, enfin les partis de droite européenne. On arrive à 47 sièges pour la gauche, centre-gauche de gouvernement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, SPD, Grünen, PS, Parti démocrate, PSE, et 9 sièges pour ce qu'on peut appeler gauche radicale, Die Linke, Podemos, Syriza, même si j'aime pas trop ces terminologies. Ce que je veux dire, c'est qu'on a clairement 56 sièges à gauche. Alors, sont-ils suffisamment à gauche? Évidemment non. Mais est-ce que ça permet néanmoins... Vous dites évidemment non, mais vous nous mettez dans la main de cette Assemblée pour décider ce que sera l'Europe. Mais comment vous composez la vôtre? Mais non, mais il y a un moment... Enfin, écoutez... mais on assume les choses. Je redis calmement. D'abord, on a une première règle. C'est le fait que si on ne change pas la logique profonde aujourd'hui de l'Union européenne, on ne peut pas continuer comme ça. Là, vous instituez une assemblée qui ne change pas la logique profonde des traités. On sort de l'unanimité. Mais non, attendez, soyons précis. On sort de l'unanimité en matière fiscale. En préambule. Alors, je vais vous dire une première chose. C'est qu'on a le droit, figurez-vous, de transférer à une nouvelle assemblée de cette nature n'importe quelle compétence, comme par exemple un impôt commun sur les sociétés, qui n'ait pas déjà été transféré à l'Union européenne. Est-ce qu'on sort des traités? Est-ce que là, le début de la discussion, avant que cette assemblée se mette, est-ce que c'est la sortie des traités actuels et le fait qu'on mette à plat les choses? En l'occurrence, c'est un nouveau traité. Donc, regardez ce que fait ce nouveau traité. Ce nouveau traité... Est-ce qu'on sort de l'indépendance de la BCE tout de suite? Alors, laissez-moi vous répondre. Ce nouveau traité fait une première chose, qui est de sortir de la règle de l'unanimité en matière fiscale. Parce que c'est cette règle de l'unanimité qui fait qu'on n'a pas de justice fiscale, qu'il suffit que le Luxembourg, l'Irlande, rien, et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Et c'est pour ça qu'il fait que depuis 10 ans, on sait que les plus grandes entreprises multinationales paient des taux d'imposition plus faibles que les petites et moyennes entreprises, y compris en Allemagne, pour le coup, partout, et on n'y fait rien. Là, il y a une chose qui est radicalement nouvelle, c'est qu'on transfère effectivement de la souveraineté fiscale, mais pas sur tous les impôts, sur... en l'occurrence l'impôt sur les bénéfices de société, qui ensuite sera voté majoritairement par cette Assemblée. Donc là, on change clairement une des règles du jeu qui bloque toute perspective de justice fiscale. Sur la Banque Centrale Européenne, toutes les nominations à la BCE doivent être approuvées majoritairement par cette Assemblée après audition. C'est une modification importante. Sur la mutualisation des dettes, article 12 du traité, l'Assemblée peut mettre en commun des dettes, ce qui est complètement interdit par les traités existants, au-delà de 60% du PIB. On reprend une idée qui d'ailleurs était exprimée, était proposée sous une forme un peu différente par le Conseil des économistes qui conseille la chancellerie allemande fin 2011, qui est tout sauf un repère de gauchistes. Sauf que nous, on rajoute un volet démocratique. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'idée, on fait un fonds, alors ils appelaient ça de façon un peu moralisatrice, fonds de rédemption, on met ensemble toutes les dettes aux 60%, puis après on a une formule mathématique pour rembourser ça sur 20 ans. Sauf que on ne peut pas comme ça décider 20 ans à l'avance le rythme, parce que ça dépend de la récession, ça dépend... Donc nous, c'est l'Assemblée démocratique qui déciderait le rééchelonnement de ces dettes et le rythme auquel elles sont remboursées. Tout ça, ce sont des choses qui sont quand même radicalement différentes par rapport aux traités existants. Attendez, Thomas Piketty, je ne nie pas votre bonne volonté et l'objectif que vous voulez atteindre. Je ne vous prends pas pour un social-libéral qui, en réalité, pense que la seule politique qui vaille, c'est la politique de l'œuf. Vous avez suffisamment prouvé que vous étiez contre ça. Je vous dis simplement que vous nous donnez une méthode qui me rappelle terriblement la méthode que les socialistes, de manière sincère, nous expliquaient au début des années 80, c'est-à-dire, je les répète tout à l'heure, quand nous serons partout au pouvoir en Europe, nous changerons l'Europe. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la construction, à partir d'un rapport de force, en plus assez fictif, parce que de distinction gauche-droite, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle me semblait aujourd'hui plus opérante, vu que dedans on met les sociaux-libéraux qui pensent la même chose que la droite. Et deuxième chose, sans prendre soin avant de changer le rapport de force. Pourquoi nous pensons que c'est plus efficace si demain... Il faut faire les deux en même temps, il ne faut pas opposer, il faut changer le rapport de force. Si demain pourquoi nous pensons que c'est plus efficace à partir du moment, en préambule, d'une négociation entre ceux qui sont encore dépositaires aujourd'hui de la Constitution européenne, c'est-à-dire des gouvernements élus, c'est que si demain la France, pays bientôt le plus peuplé en Europe, deuxième puissance économique, a justement les moyens de mettre sur la table, de dire, contrairement aux Grecs qui avaient des difficultés, il faut le dire, par rapport au rapport de force. Nous, on veut bien continuer.
mais on veut continuer à partir du moment, où de toute façon, on va refuser un certain nombre de règles qui nous permettent de faire notre politique. Et deux, de s'engager sur un certain nombre d'objectifs qui, en réalité, consistent en sortir des traités et construire une autre Union européenne. Je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que c'est plus efficace et que nous avons plus de chances de changer le rapport de force mais je suis d'accord avec que ce qui est proposé. C'est juste sur ce qu'on propose ensuite, voilà. c'est tout. Et ça, avec le fait, et là, je voudrais savoir si on est bien d'accord là-dessus, parce que avec le fait qu'en main, nous avons, si ça ne fonctionne pas, le fait effectivement d'un plan B, qui est le fait de reconstruire avec les pays qui le souhaiteront une autre coopération européenne, une autre coopération d'un espace pour... Avant la réponse de Thomas Piketty sur le plan B, je crois que Ludovic avait une ultime question. Non, je veux revenir sur l'Allemagne. Voilà. Dans votre plan A sur l'Allemagne, on a bien compris que vous arrivez, vous violez les traités, et ensuite, parallèlement à ça, vous lancez des négociations pour réécrire les traités. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cette stratégie plus radicale, de rupture plus forte que ce que vous proposez, de venir avec un traité, etc., va faire que l'Allemagne sera plus fort de venir avec rien, personnellement, mais bon, on peut discuter. Mais arrêtez de dire non, mais on ne sait pas quel sera le nouveau traité que vous proposez. Vous le gardez dans votre poche pour plus tard. Non, mais là où c'est plus radical, c'est qu'ils ne respectent pas les 3%. Il voulait dire plus virulente. Ils voulait dire plus virulente. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi l'Allemagne sera plus à l'écoute à ce moment-là, où vous estimez que vous avez plus de chances de faire bouger Berlin de cette manière? D'abord, parce que de manière automatique, et je pense que la France a les marges de main-d'œuvre économiques qui lui permettent justement de tenir, nous désobéirons sur un certain nombre de points. Donc on s'engagera de facto, concrètement, sur un certain nombre mais qui sont les points les plus chers à l'Allemagne. Donc comment vous faites mais on les appliquera. Voilà. Et si l'Allemagne n'est pas contente et estime qu'il n'est plus possible de construire l'Union européenne parce que nous avons désobéi sur ces points pour appliquer notre programme, eh bien elle prendra la responsabilité et on verra bien ce qui se passera. Nous pensons que son premier réflexe ne sera pas forcément de faire ça parce qu'elle n'a pas forcément intérêt, y compris d'un point de vue économique, ne serait-ce que parce que je vous ferai remarquer que son essor économique, elle l'appuie sur une exportation principalement dans les pays européens, qui est basée aujourd'hui sur l'euro tel qu'elle est. Donc le premier réflexe de l'Allemagne, nous pensons, ne sera pas celui justement de dire, bon, puisque vous désobéissez, nous ne négocions pas, nous ne discutons plus. Je pense qu'il y aura discussion. La seule différence, c'est que Mme Merkel est habituée maintenant, depuis plusieurs élections, à ce que soit il y ait des présidents lui obéissent le doigt sur le pantalon, soit comme M. Hollande dit qu'ils ne vont pas lui obéir pour finalement faire exactement l'inverse et signer le TSCG. Bien. Donc nous le ferons. Et deuxièmement, nous mettrons sur la table à un premier Conseil des ministres européens un certain nombre de mesures, je l'ai dit tout à l'heure, l'harmonisation sociale et fiscale par le haut avec un certain nombre de principes, par exemple un SMIC à 70% du revenu médian, c'est-à-dire le principe de non-régression dont j'ai parlé, une banque centrale européenne aux missions réorientées qui ne seraient plus indépendantes et qui donc, à partir de là, transformerait considérablement l'euro, parce qu'il faudra bien discuter de la manière aussi dont l'euro peut agir, parce qu'aujourd'hui c'est une monnaie qui n'est pas neutre, c'est une monnaie au service d'une politique d'austérité et de l'offre. Mais d'entrée de jeu, vous voulez refaire le fait que la création de monnaie par la Banque de France, par exemple, ça c'est d'entrée de jeu. Non, ce qu'on fait, c'est que à partir de là, c'est qu'on donne, par exemple, on se donne les caractéristiques. Bon, d'abord, on essaye de continuer à lever des fonds sur les marchés et nous pensons que on réfléchira deux fois avant de spéculer. Mais s'ils spéculent, ce que nous ferons, par exemple, c'est de faire en sorte de changer, puisqu'il faut le faire, les statuts de la BPI, par exemple, le transformer en espèce de pôle public bancaire. Ça, c'est au niveau du gouvernement et de la Caisse des dépôts qui peut le faire, parce que c'est eux qui sont propriétaires, pour changer le fait qu'elle puisse justement être capable de faire des prêts, enfin de se transformer dans une banque qui est capable justement de prêter assez classique. Et nous ferons en sorte que la BPI, par exemple, comme d'autres banques, eh bien, aille au niveau de la Banque Centrale Européenne, puisqu'aujourd'hui elle le fait, pour pouvoir avoir des prêts au taux d'intérêt que les banques ont aujourd'hui. Si ça ne marche pas, on pourra également aller sur les emprunts populaires, les emprunts forcés. Ça, c'est toute la période où on se donne les moyens. Et la France, je pense, à la puissance économique pour aussi, à un moment donné, avoir un rapport de force avec la finance. Et encore une fois, il y a d'autres pays qui verront certainement d'un bon oeil le fait qu'on desserre l'étreinte pour appliquer cette politique. Si au bout d'un moment, en réalité, il y a une guerre ouverte par la finance et que, par exemple, l'Allemagne... Le scénario italien même, comme ça peut se passer en Italie. D'accord, mais sauf que Italie, je peux faire remarquer que jusqu'à maintenant, en Italie, Renzi n'a pas eu l'objectif de dire soit on transforme l'Europe
profondément, soit il y a un plan B. Non, Il acceptait, il a appliqué une déstabilisation. politique d'austérité, il a d'ailleurs été battu par son peuple à cause de ça. Donc Non, nous je parle de pensons la que nous avons les marques déstabilisation de du pays manœuvre par les qui nous marchés. permettent de Bien desserrer sûr. les teintes, en tout cas le temps que les négociations se fassent, et en comptant sur le fait que nous aurons effectivement des appuis et avec un certain nombre de propositions. Ces propositions, c'est notre plan A, et ça passe par une négociation entre États. Vous posiez la question, on va la poser à Thomas Piketty. Bon, supposons que tous les plans A, dans leurs variantes diverses, ne marchent pas. C'est quoi le plan B? Sachant que vous dites un peu, et si tout ça n'était pas accepté, et au fond, vous, dans cette démonstration sur ce que vous appelez le TEDEM, vous dites, compte tenu de l'interdépendance des politiques économiques et de l'enchevêtrement et monétaire et de l'enchevêtrement des compétences de l'Union européenne, vous dites qu'il faudrait une révision générale des traités européens, et vous dites, au fond, que c'est une hypothèse à court terme, une telle option peu probable. Donc, il y a un plan A, et s'il n'y a pas de plan A, c'est retour à l'espace national. Le but, c'est d'avancer. Et moi, je suis d'accord sur le fait qu'on a besoin de ce rapport de force. Et je suis aussi d'accord avec Éric Coquerel sur le fait que si la France dit ça ne peut plus continuer comme ça, il faut changer radicalement la logique européenne, l'Allemagne sera obligée d'écouter. Donc moi, je partage ça, je partage cette conviction, c'est qu'on peut obtenir gain de cause. Mais je pense qu'on est beaucoup plus fort si on dit là où on veut aller. Et je pense que si on pouvait quand même se dire qu'un jour, ce serait possible, c'est pas dans les 3 semaines, mais par la suite, d'arriver à que la gauche en France se mette d'accord sur un plan A, mais qui dise jusqu'au bout quelle est l'organisation des pouvoirs politiques de la démocratie en Europe, ce serait quand même un jour d'y arriver, de mettre vraiment quelque chose sur la table, ce serait quand même bien. Ensuite, que se passera-t-il si les partenaires n'en veulent pas? Alors d'abord, je pense que même dans le cas de figure le plus noir, où un gouvernement allemand, de droite ou de gauche, refuse obstinément toute forme d'assemblée démocratique de la zone euro parce qu'il ne veut pas être mis en minorité et donc il refuse absolument, je pense que même dans ce cas de figure le plus noir, c'est très important que la France ait retourné la pression sur l'Allemagne et ait mis sur la table une vraie proposition démocratique, plausible. Et ensuite, d'une certaine façon, la responsabilité historique d'un éventuel échec, eh bien, elle sera sur ceux qui auront refusé cette union politique et parlementaire. Et je veux dire que si l'Allemagne, qui s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale sur des valeurs de démocratie parlementaire, explique à un président élu, Mélenchon, Hamon, qu'importe, qui vient avec un projet d'union parlementaire de la zone euro, et lui dit « hors de question de discuter quoi que ce soit, l'union parlementaire, ça s'arrête au Rhin. Avec vous, on veut bien une monnaie commune, mais aucune possibilité d'assemblée démocratique pour mettre l'austérité en minorité ». Le gouvernement qui dit ça, c'est qu'il se retrouve à créer un climat d'exaspération dans la zone euro qui revient, et ce serait l'Allemagne dans ce cas-là, qui se mettrait dans une situation de faire exploser cette construction. Et je pense que c'est très important. Il ne s'agit pas juste de prendre le beau rôle, il s'agit que la France, historiquement, politiquement, puisse dire qu'elle a essayé de construire un chemin démocratique social. Ensuite, moi je pense que l'Allemagne, en fait, parce que l'Allemagne, c'est pas une personne, il y a des opinions très différentes en Allemagne, y compris à l'intérieur de la droite allemande et a fortiori à l'intérieur de la gauche allemande, même si elle est elle-même très diverse, mais on voit aujourd'hui SPD, Die Linke qui se parlent, qui peut-être vont avancer ensemble. Donc il y a des opinions très différentes dans tout ça, il y a des opinions qui évoluent, parce qu'ils se rendent compte que ce qui a été dit avant n'a pas forcément très bien marché. Donc je pense qu'il y a une vraie chance. Dernier point. Même, il y a encore une autre possibilité, c'est qu'on envisage dans les conditions de ratification du TEDEM que le TEDEM puisse rentrer en vigueur dès lors que la moitié des pays de la zone euro ou des autres pays de l'Union européenne qui voudraient le rejoindre et représentant au moins 70% de la population le ratifient. Alors après, on peut jouer sur ce seuil, mais ça veut dire qu'en principe, ça pourrait être adopté sans l'un des 4 grands pays et cas d'école sans l'Allemagne. C'est pas ce qu'il y a de plus souhaitable et de plus réaliste à mes yeux, mais il me semble que par rapport à votre plan B, parce que là, si oui, c'est l'Europe sans l'Allemagne, donc ça c'est à la fois un plan A et un plan B pour résumer. C'est-à-dire que Jacques Général au moins le plan B+. Oui, mais dans tous les cas, il va bien falloir un moment que vous fassiez des propositions aux autres pays européens sur comment la gouverner, cette Europe. Et je pense qu'à nouveau, si vous en êtes encore à vraiment l'intergouvernemental comme forme absolue de la démocratie en Europe, là, je veux reprendre quand même la question que vous posez, Edouard Plenel. Votre 6e République, elle s'arrête aussi aux portes du Rhin. Non, mais je vous réponds à cette question parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. La question intergouvernementale, et avec l'idée qu'on ne va pas abolir d'un coup les États-nations et qu'aujourd'hui, ça reste le cadre premier quand même, encore de la souveraineté populaire, et que pour faire un jour un peuple européen, il y aura un certain nombre de conditions, y compris justement le fait de, à un moment donné, adhérer à un projet commun. La nation française, elle est née sur le projet de la République.
Elle n'est pas née sur les marchés ouverts et tout le Mais pouvoir là, il y de a la finance. urgence, il faut avancer. Attendez, Oui. si justement, comme il y a urgence et qu'il faut avancer, et qu'on vient après la catastrophe que nous connaissons de la construction européenne actuelle, il faut repartir de ce qui est concret et réaliste. De ce qui est concret et réaliste, c'est la discussion entre les États-nations à partir du pouvoir que vous donnez la souveraineté populaire et le suffrage universel. Pour autant, les discussions gouvernementales, pour nous, ne doivent pas mettre de côté la construction démocratique sur laquelle serait établie l'Europe. Et nous pensons qu'il faut donner plus de pouvoir aux parlements nationaux et au Parlement européen. Bon. Mais par exemple, nous ne sommes pas du tout certains, ça c'est que dans le cadre dont nous discutons, la question d'un Parlement européen qui exclurait les pays qui ne sont pas dans la zone euro serait forcément la solution. Peut-être qu'il faudrait réfléchir, y compris avec les pays qui ne sont pas dans la zone euro, qu'est-ce qui leur conviendrait, par exemple, comme type de monnaie. Bon, il y a des débats, là c'est par exemple sur les discussions, moi j'étais contre Maastricht, je pense qu'il fallait une monnaie commune à l'époque et non pas une monnaie unique. C'est-à-dire une monnaie qui fasse qu'il y ait un euro national, pas pour elle, dans chaque pays, et que par contre la convertibilité à l'extérieur se fasse dans une seule monnaie d'euro. Bon, c'est un choix qui n'a pas été fait. Je pense qu'on le paye toujours d'ailleurs, parce que ça aurait été certainement à devenir. Mais tout ça peut être mis sur la table pour justement la plus grande union européenne possible de coopération. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce pourquoi nous sommes en train de dire, c'est pas juste le fait d'une coopération plus forte entre quelques pays européens. C'est le fait d'avoir un espace pour la paix, un espace de coopération, un espace qui pèse au niveau international, notamment par rapport à l'étalon or qui est le dollar. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons quand même essayer de sauver une monnaie commune et que nous ne mettons pas la question de la sortie de l'euro en préalable. C'est qu'on voit bien que tous les pays du monde essayent de construire une monnaie commune, y compris les Chinois proposent une monnaie commune au niveau mondial. Pardon, il nous reste 5 minutes, c'est pour ça. On peut rester un peu plus longtemps si vous voulez. Non, mais voilà, on ne fait pas dans la hiérarchie des candidats, mais on doit passer tout à l'heure avec Nathalie Arthaud. Donc simplement, à ce que vous disiez là, est-ce que vous pourriez réagir, Thomas Piketty? Et après, je crois que Ludovic a une dernière question. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de cette discussion sur comment on sort de l'intergouvernemental. C'est-à-dire ce que vous dites, qui est on va y arriver en remplaçant Hollande par Mélenchon à la table des chefs d'État, et grâce à ça, on va avoir l'harmonisation fiscale, on va avoir la justice fiscale, un impôt commun sur la société. Moi, je ne le vois pas arriver, parce que je pense la logique même... Oui, mais même à la menace suffit pas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut changer. Ça joue dans le rapport de force, quand même. Oui, ça joue, mais à condition de se donner. Vous êtes d'accord que Mélenchon, c'est pas Hollande, quoi. Oui, mais c'est un pari. Hollande, on doit faire dans oui, d'accord, mais enfin bon. Oui, mais j'ai pas envie. La preuve, c'est qu'il n'était pas pour Hollande, donc il doit bien avoir une différence. J'ai pas envie de faire confiance comme ça à un homme providentiel, Mélenchon, qui va négocier la justice fiscale. Moi, je prends au sérieux votre programme. J'ai confiance dans votre programme. Enfin, je suis pas d'accord, on discute. Et ayez confiance dans le nôtre. Votre programme n'est en aucune manière celui de. Mais nous sommes assez avertis pour se dire qu'un programme ne se ramène pas à un homme. Mais oui, et là, c'est votre mécanisme. C'est pas ce que nous disons. Nous le ramenons par rapport à 330 000 personnes qui l'ont. Mais il y a 340 millions d'habitants dans la zone euro, 500 millions dans l'Union européenne, et vous me dites que l'impôt commun, la 5e République. Et vous me dites que l'impôt commun sur les bénéfices de société ou la fiscalité commune, elle va être négociée comme ça entre 27 types ou 19 types. Peut-être qu'il faut en revenir. On verra bien à la fin ce qu'il. Ça marchera pas à votre histoire. Mais si c'est les conditions pour qu'éventuellement un cadre continue, en tout cas, il y a une chose qui ne marche pas, c'est l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voulez continuer sur l'intergouvernemental. Et la deuxième chose qui ne marche pas, c'est c'est le fait de penser que plus d'intégration démocratique seulement pourrait permettre d'un claquement de doigts de changer le rapport de force. Mais c'est mieux que l'intergouvernemental. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous proposez pour sortir de l'intergouvernemental. Voilà. Dernière question. Ça, c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'avoir une coopération entre les peuples, que ça passe par une forme ou une autre. Ça passe par le fait qu'un peuple ne peut pas être représenté par un individu. Vous ne pouvez pas représenter 82 millions de personnes. Pourquoi on dit ça? Il y aura un gouvernement. Enfin, si Jean-Luc Mélenchon est élu demain, il ne va pas se transformer en dictateur. On fait la 6e République par la Constitution et il y a un gouvernement. Je pense que les blocages il y aura des négociations. Jacques Généreux ira actuels... négocier. Il y aura plein de personnes. On ne sera pas tout seul. Vous savez, si on a la majorité en ce pays, on ne sera pas seul. Il y aura quelque chose qui se passera. Et on sera peut-être ensemble d'ailleurs pour construire ce gouvernement, parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit très très éloigné sur les objectifs. Alors justement, Ludovic avait une dernière question. Il y a eu plusieurs appels au cours du débat de Thomas Piketty à peut-être un travail collectif. Oui, l'améliorer. C'est pas parfait ce truc. À la possibilité que les deux côtés vous retrouviez autour d'une table sur les questions européennes pour travailler ensemble sur un plan A qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Est-ce que ça vous parle? Il y a un après 7 mai, et ça ne se fait pas, ça se bricole pas. Vous avez compris que c'était pas pour dire que j'étais. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je réponds. Je veux dire, si demain on est élu
D'accord, on va former un gouvernement. Il va bien falloir qu'on engage sur un certain nombre de bases et une méthode. J'ai compris que ce n'est pas la même méthode de négociation, de discussion, mais n'empêche, par contre, on veut la même chose. Je pense que toutes les bonnes volontés seront bienvenues. Et la bonne volonté de Thomas Piketty, on serait bien fou de s'en priver. Voilà, donc il pourra y avoir une discussion. Là, je vois bien, j'ai déjà entendu Thomas Piketty dire qu'il était pour un plan B. J'aime beaucoup mon métier, je candidate à aucune place, mon métier de chercheur. Si demain vous vous trouviez en position de pouvoir transformer la vie de ce pays, je suis sûr que vous mais moi je pense, si vous voulez, moi je crois dans le pouvoir des livres et des idées. Je pense que les livres et les idées peuvent transformer les choses beaucoup plus que les deux, c'est pas mal. Non, c'est le suffrage universel, c'est pas les strapontins ministériels. J'ai une question qui fâche, comme on dit à Mediapart. Qu'est-ce qui se passe si finalement ni Hamon ni Mélenchon ne sont au second tour? Vous vous retrouvez pour discuter tranquille? Ou chacun, supposons que l'hypothèse ce soit personne n'est qualifié pour le second tour. Moi je réponds, je pense qu'il y aura une recomposition politique profonde dans ce pays et je pense qu'il faudra, nous de notre côté, je n'imagine pas une seconde que n'ouvre pas justement à tous ceux qui se posent les mêmes questions et là je dis Thomas Piketty, je personnalise, mais je veux dire, on voit bien heureusement il y a des gens dans d'autres forces qui se posent et dans la société de manière globale qui se posent les mêmes questions. Donc moi je pense qu'il faudra recomposer en grand. Si vous voulez, il faudra que chacun fasse un pas. Moi je suis disponible, j'ai toujours été disponible. J'aurais aimé discuter d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon, j'en ai jamais eu l'occasion sur ces questions. Je suis très content d'en discuter avec vous ce soir. Mais je pense que voilà, il faut partir d'une base écrite avant les élections et pas simplement réservée à après les élections comment on va vouloir gouverner l'Europe. Ça me paraît être de bonnes méthodes. Et donc si pour le coup suivant, vous pouvez être d'accord sur le fait qu'avant les élections, il y a un projet qui évidemment ne sera pas celui-là, mais on peut en partir, rajouter des articles, en retirer, pour arriver à un projet écrit de comment on voudra organiser l'Europe idéalement, même si ce n'est pas ça qui sera adopté à la fin, pouvoir montrer là où on veut aller. Je pense que c'est quand même de bonnes méthodes de l'avoir avant les élections plutôt qu'après. Mais on a une méthode, on n'est pas d'accord sur la méthode. Oui, mais vous ne dites pas le point d'arrivée que vous souhaitez. C'est embêtant. Le point d'arrivée, c'est soit on transforme l'Europe tous ensemble, soit on le fait avec ceux qui le veulent. Recommencer. Vous voulez la transformer, mais vous ne dites pas sur quel traité vous voulez arriver. Une dernière question toute simple, pas tout à fait anecdotique. Thomas Piketty, ce petit livre qui explique ce traité, qui est très clair, on s'est posé une question avec Ludovic. Bon, toutes ces réflexions, certes, on est dans une campagne présidentielle française, mais elles ne sont pas particulièrement franco-françaises. Ici même, à votre place, Varoufakis est venu et il a lancé, vous le savez, son mouvement Diem, après d'ailleurs qui est devenu un parti européen, etc., etc. Pourquoi avoir fait cela entre Français, aussi de qualité soit-il, et ne pas s'être dit, l'internationalisme, c'est une réalité concrète. Et je me permets de compléter parce qu'il y a des initiatives franco-allemandes, des débats en Allemagne, etc. Là, c'est très parisien. Pour le sommet du plan B, on est au 4e. Ce que nous avons rendu compte. Ce livre, en une semaine, a reçu, il y a 10 traductions là, qui sont en cours. En Italie, la traduction est déjà faite. Le travail collectif. Alors, attendez, la genèse des idées qu'il y a là-dedans est complètement européenne. C'est-à-dire, nous, on est tout à fait conscients, on n'a rien inventé dans cette histoire. Je vous dis, la première inspiration, c'est sans doute Joschka Fischer, le discours de 2000. Relisez-le, ce discours, vous serez surpris. Oui, mais attendez, là, c'est les auteurs, parce qu'on a fait ça en quelques semaines dans le cadre d'une campagne présidentielle. Ça a été relu par beaucoup de juristes italiens, notamment allemands, qui ne sont pas co-auteurs parce qu'ils ont été moins directement appliqués dans la rédaction en quelques semaines. Mais franchement, les noms importent peu. On n'a rien inventé sur cette histoire. On est des passeurs, on reprend des idées qui étaient déjà là, qui ont été proposées par des Allemands, des Italiens, des Hollandais. Ça va être traduit dans 10 langues déjà. Ça va être traduit en italien, en espagnol, en portugais, en allemand, en anglais, même en turc et en serbe. Donc vous voyez, même des pays qui ne sont pas directement concernés, mais qui se sentent concernés par ce débat. Pourquoi je pense que ça interpelle? Parce que dans la sinistrose ambiante sur l'Europe, le fait de dire oui, il est possible de changer l'Europe pour la démocratiser, oui, on n'est pas condamné à un choix entre l'explosion absolue et le statu quo absolu, je pense que c'est un message important et qu'on va porter au niveau européen. Mes co-auteurs et moi, on va aller en Italie, en Espagne, au Portugal dans les semaines qui viennent pour parler de ce livre. Donc évidemment, c'est un débat. Moi, j'invite tout de suite Thomas à venir au prochain sommet du plan B qui se passera à Lisbonne en octobre. Ça sera le 5e. Et qui montre qu'on a aussi une vision internationaliste. Et si on faisait un sommet du plan A, si ça pourrait être une bonne idée. Il y a les deux qui sont en fait. Je ne sais pas pourquoi, moi je ferais plutôt un sommet du plan A. Les conclusions, parce qu'il y a un texte qui a conclu celui de Rome, c'est bien la description plan A, plan B, tel que j'ai au passage, et ça fera la boucle avec le début, je rappelle, ce sommet du plan B et d'un plan A est au Portugal, cet automne, au Portugal, où justement toutes les gauches, y compris des gauches qui voudraient sortir de l'Union européenne, sont rassemblées. C'est les socialistes qui gouvernent, mais ils sont soutenus à l'Assemblée parlementaire par les communistes et les autres formations de la gauche critique. Ce n'est pas tout à fait, pour l'instant, le paysage français.
Voilà, merci Éric Coquerel, merci Thomas Piketty, merci donc pas à travers vous Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui avaient débattu à travers vous.